Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence Based Physio Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Marie Acriche. Bonjour Marie. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Eh ben, écoute, avec plaisir. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va. C'est un début d'année qui est un peu en fanfare. Il y a comme un peu comme tout le monde, je pense, beaucoup de travail, beaucoup de projets pour l'année. Donc c'est une période un peu fatigante, mais assez stimulante. Donc ça va. Ok, ouais. Riche, mais ouais, intense quoi. Ouais, c'est ça. Riche mais intense. Ça marche. Bon, bah écoute, merci en tout cas de trouver du temps pour qu'on puisse échanger, enregistrer cet épisode-là tous les deux. Est-ce que tu veux bien te présenter aux auditeurs, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors du coup, donc je m'appelle Maria Krisch, je suis kinésithérapeute. Initialement, dans mon parcours, je me suis spécialisée dans la main. Et donc j'ai commencé à travailler en fait assez rapidement, à mi-temps dans un cabinet libéral et à mi-temps dans une clinique. Et au fil des années, donc moi j'ai été diplômée en 2015, au fil des années je me suis intéressée à l'escalade. Et comme beaucoup qui s'intéressent à l'escalade, je suis devenue très passionnée. Et j'ai commencé en fait aussi à m'intéresser à la rééducation du sportif et à la main dans l'escalade. Et après j'ai commencé aussi à faire un petit peu toutes les pathologies plutôt ciblées membres supérieurs. Et ça m'a donné aussi envie, au plus où je m'intéressais à ce sujet-là, au plus ça m'a donné envie en fait de développer aussi de la prévention. Donc j'ai aussi commencé un petit peu une activité où j'interviens dans certaines salles d'escalade et où j'essaie de faire de la prévention des blessures. Alors j'ai un public un petit peu particulier dans le sens où je fais pas au grand public, je fais pas aux grimpeurs récréatifs en ce moment, mais par contre je fais de la prévention auprès des ouvreurs qui sont ceux qui dans les salles d'escalade en fait vont concevoir des blocs ou des voies, qui vont les imaginer, qui vont les tester et qui vont les monter. Et donc j'ai commencé à faire dans quelques salles commerciales de la prévention par rapport à ça. Et donc du coup j'ai ces deux activités-là de cabinet libéral et cette activité de prévention. Et en parallèle, depuis l'année dernière aussi, j'interviens en fait à la FFME. Donc c'est-à-dire que je peux être appelée pour certains déplacements d'équipe de France senior, donc pour des coupes du monde. Donc j'ai aussi un peu diversifié mon activité avec ça et en parallèle je travaille aussi dans un club d'escalade et pareil on a essayé de mettre en place des ateliers de prévention notamment pour les jeunes pour essayer justement bon, pour les jeunes qui font de la compétition de mettre en place des choses en fait pour leur carrière et pour qu'ils prennent de bonnes habitudes en fait assez rapidement et qu'ils aient une bonne compréhension aussi de leur sport et qu'ils aient une bonne compréhension de ce qu'ils peuvent mettre en place à leur échelle pour faire de la prévention et pour, si jamais ils sont dans une situation à risque, qu'ils soient capables de l'identifier, qu'ils soient capables d'avoir une réaction qui soit adaptée et qu'en parallèle aussi, on mette en place des exercices et des choses à travailler pour qu'ils aient une très bonne condition physique et que ça se passe, qu'ils se sentent bien dans leur activité et qu'ils aient pas justement des risques de surcharge ou qu'ils soient pas exposés à des blessures parce que justement, ils ont pas connaissance de tous ces éléments qui peuvent favoriser juste la prévention des blessures. Donc, je suis sur plusieurs choses différentes. Donc, ça m'intéresse beaucoup et donc, c'est un sujet qui me passionne. Ok, ouais, ben, ouais, on voit, enfin, je vois ça, effectivement, t'es rentré dedans et du coup, ça t'a ouvert plein de champs différents. Et alors, juste FFME, j'imagine que E, c'est escalade, mais M, je sais pas. Montagne. C'est parce qu'en Oui. fait, c'est une fédération aussi pour les sports de montagne, l'alpinisme. D'accord, ok, C'est merci. pour ça. Ok. Et toi, au final, t'es rentré là-dedans parce que tu t'es mise à pratiquer l'escalade, t'as commencé à soigner des personnes qui faisaient de l'escalade et ça t'a intéressé, enfin, t'étais rentré comment dans le truc? En fait, moi, je m'étais intéressée à l'escalade parce que j'avais le vertige et que je voulais travailler mon vertige. Et en fait, j'avais l'approche un petit peu de la kiné, d'essayer de trouver une situation où je puisse justement m'exposer progressivement à ma peur et avec des paramètres que je pourrais contrôler, et faire augmenter la difficulté, etc. Donc, la démarche que j'ai aussi en rééducation et au cabinet. Et en fait, ça m'a apporté beaucoup plus. Et j'avais, à ce moment-là, je travaillais dans une clinique où il y avait une chirurgienne qui s'occupait aussi beaucoup des grimpeurs. Donc en fait, à partir du moment où je m'y suis intéressée, je suis aussi allée la voir et je lui ai dit, allez, vas-y, envoie-moi tes patients, je vais m'en occuper. Et en fait, à ce moment-là, à la clinique, il y avait personne en fait qui s'occupait de la reprise sportive et il y avait personne qui essayait qui faisait la partie en fait
au-delà du post-opératoire où il y avait la réathlétisation pour les athlètes, la reprise d'activité. Il n'y avait pas de prévention particulièrement mise en place, il n'y avait pas de consignes très claires données aux grimpeurs par rapport à leur activité et sur comment gérer cette reprise-là avec des marqueurs concrets. Donc en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place avec cette chirurgienne. Et aussi en parallèle, en fait, j'ai rencontré un kiné donc, qui s'appelle Pierre-Henri Davito, qui était kiné à Massy. Et en fait, on s'est rencontrés à un moment où lui voulait déménager à Dax. Et du coup, il recherchait quelqu'un pour pouvoir aussi travailler avec lui au club, que lui soit plutôt en distanciel et que moi, je puisse être sur place et qu'on travaille ensemble en fait pour le projet santé du club. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le club et après j'ai commencé à travailler avec les coachs et on a commencé à réfléchir ensemble à des programmes à mettre en place pour les jeunes et c'est parti comme ça. Ok, super intéressant. Ouais, ok. T'as construit. Après, à partir de là, t'as construit un peu par toi-même. J'imagine que tu t'es informé. Je sais pas, ouais, est-ce que tu peux nous dire comment t'as réussi à trouver des sources, des infos? Moi, ça me parle bien, hein, le fait de par soi-même déjà développer des choses, réfléchir avec les entraîneurs, avec pareil le kiné que t'as cité là qui avait déjà une expertise. Et, euh, et ouais, comment t'as réussi à construire ça, je sais pas, en 2 mois? Beaucoup de réflexions et d'échanges et en fait donc il y avait de la littérature qui était disponible. Après il y avait beaucoup de littérature qui était disponible en fait sur l'incidence et la prévalence de blessures, sur aussi les traitements orthopédiques par exemple dans certaines pathologies qui étaient représentées, qui étaient par exemple les lésions de poulie. Mais il y avait assez peu de choses vraiment sur la rééducation. Il y avait assez peu d'études cliniques, il y avait de la recherche fondamentale aussi, pareil sur de la biomécanique, sur la répartition des contraintes. Mais il y avait assez peu de choses. Et donc, en fait, moi, j'ai trouvé de la littérature sur des programmes de renforcement, mais c'était des protocoles, par exemple, de suspension. Mais la population cible, c'était des personnes saines, sans pathologie. Et j'ai essayé d'adapter un petit peu ça et de mettre en place des protocoles aussi avec mes patients, de prendre aussi l'expérience des coachs, parce qu'on essayait quand on a des patients ensemble avec les coachs, en fait, on essayait de beaucoup réfléchir aussi au projet du grimpeur et de comment moi je m'inscris dedans et de ce qui va être intéressant à travailler aussi pour lui, en parallèle de ses blessures. De pouvoir aussi un peu plus cibler son profil, les choses qui seraient importantes aussi pour lui, pour son escalade. Donc ça a été beaucoup de la communication avec ces acteurs-là. J'ai aussi eu la possibilité, en fait, grâce à un autre kiné qui travaille avec moi à la Fédé, qui s'appelle Juan Escudero Toboso. Et en fait, lui a fait venir des kinés qu'il avait rencontrés sur place lors des compétitions. Et il a organisé en fait des formations avec donc des kinés qui venaient d'autres nationalités et qui venaient partager un petit peu aussi leur connaissance des grimpeurs, leur manière de faire, de présenter un petit peu comment ils travaillaient et les spécificités qu'ils avaient eux par rapport à nous ou les choses qui pouvaient varier un petit peu. Donc ça m'a permis d'avoir une approche aussi avec un partage d'expérience d'une part avec le kiné qui venait faire le cours et d'autre part aussi parce qu'il y avait plusieurs kinés qui participaient en fait à ces sessions-là et qui aussi avaient une expertise pour traiter les grimpeurs et aussi avaient des choses à partager par rapport à leur propre pratique. Et donc, c'est aussi un petit peu comme ça que j'ai construit petit à petit, avec plein de sources différentes, j'ai construit un petit peu ma manière de pratiquer aujourd'hui. Mais ça a été beaucoup, beaucoup de réflexion aussi et beaucoup d'hypothèses en fait, beaucoup d'hypothèses, d'analyses, d'essayer de regarder des vidéos, d'essayer d'analyser un peu ce sport. Et à partir de mes hypothèses, en fait, je mettais en place des exercices et puis je voyais si ça tenait la route en fait et si ça répondait à la problématique de départ et s'il y avait une évolution. Et c'est petit à petit, en essayant avec chaque patient et en utilisant les retours de chaque patient, d'essayer d'ajuster le plus possible, de petit à petit découvrir des choses qui avaient leur importance, d'ajouter un petit peu sur certaines choses sur lesquelles je mettais l'accent et qui finalement n'étaient pas essentielles. Et je dirais du coup que grâce à ça, en fait, il y avait l'apport des kinés, il y avait les échanges que j'avais avec eux, il y avait mes lectures, et il y a eu beaucoup aussi les échanges que j'ai eus avec les athlètes et avec les patients. Parce qu'en fait, ils ont aussi une connaissance de leur corps, ils ont aussi une connaissance de l'escalade, ils ont aussi un retour à me faire. Et comme moi, je suis très preneuse en fait de leurs sensations, de leurs retours, et que quand je leur transmets quelque chose, en fait, quand je leur donne des exercices, j'essaie de leur expliquer pourquoi, de leur expliquer mon hypothèse, de leur expliquer pourquoi je fais les exercices, comment ça va se transférer après sur leur activité, comment est-ce qu'on va travailler ce transfert-là.
Et du coup, eux aussi me font des retours là-dessus. Et en fait, je les pousse à s'autonomiser, je les pousse à réfléchir, je les pousse à essayer de trouver des solutions qui leur conviennent. Et en fait, ils me rapportent aussi des choses qu'ils ont trouvées pour eux. Et parfois, c'est des choses qui peuvent fonctionner aussi pour d'autres. Donc en fait, c'est tout ça, voilà, c'est plein de sources différentes. Et petit à petit, ma pratique, elle évolue et elle continue d'évoluer, et heureusement, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais en fait, par rapport à là où j'en suis aujourd'hui, je sais que j'ai pas tout à fait la même pratique qu'il y a quelques années. Je sais aussi que probablement dans quelques années, elle sera tout aussi différente. Mais donc c'est voilà, c'est d'essayer de m'adapter à chaque patient et d'essayer d'apprendre d'eux et d'essayer de mettre en place des programmes et de voir un petit peu comment ça se passe et de voir aussi un petit peu comment d'autres font et d'enrichir tout ça petit à petit. Ok, bah, super intéressant. En fait, tu vois, c'est bon, ça me fait forcément penser à plein de trucs. Ouais, Je vais essayer de me limiter, mais tu vois, bah, forcément, moi, ça m'évoque la pratique réflexive parce que, en gros, tu fais des choses, tu poses des hypothèses, tu poses des questions, tu testes, tu évalues le résultat, du coup, tu te remets en question, tu t'adaptes, etc. Et, euh, et tu vois, ce que tu décris, contrairement peut-être à ce que certains peuvent penser, bah, c'est de la pratique fondée sur l'épreuve parce qu'en fait, la pratique EBP, c'est oui, il y a les meilleures preuves disponibles. Et toi, comme tu dis, bah, il y a des données de science. Maintenant, bah, il y a des trous. Et voilà, ce que tu décrivais, ça ressemble plus à des protocoles d'entraînement. Enfin, en ouais, termes de traitement, enfin oui, de traitement, je sais pas, c'est pas traitement, mais du coup, des protocoles d'entraînement que des protocoles de rééducation. Donc tu t'appuies sur les meilleures données disponibles. Tu t'appuies sur ton expertise, alors l'expertise de ton sœur, ton frère, etc., d'autres professionnels, d'entraîneurs, etc., du staff, on va dire, au sens large, pour arriver à réfléchir à plusieurs. Et tu t'appuies sur, bah, alors, c'est marrant parce que on parle souvent valeur, préférence du patient, ouais, mais il y a l'expertise du patient aussi, c'est clé, hein, les valeurs et les préférences, mais il y a aussi l'expertise du patient. Et c'est sûr, quand on se met dans ces postures-là, bah, on apprend énormément des patients en fait. Et je trouve que, enfin, tu vois, une perception, qui est assez légitime, je pense, mais une perception que j'ai assez régulièrement, c'est que il y a pas mal de personnes qui sont en attente de recettes et en se disant, si j'applique une recette qui est validée par la science, je ferai forcément le mieux. Alors que bah, c'est pas si simple. ouais, Pas parce que tu as une grosse étude de référence qui a démontré un truc qui a jamais été répliqué, que c'est absolument ça qu'il faut faire tout le temps. ouais, Et en fait, il y a plus de pièges, à mon avis, à s'enfermer dans quelques données de science et à se dire il faut absolument faire comme ça, et essayer de forcer là-dedans, que bah, s'ouvrir justement et pouvoir apprendre des patients et progresser. Et je pense que ça amène vers une pratique où effectivement on progresse beaucoup plus et c'est beaucoup plus enrichissant. Enfin, c'est ce que je percevais dans ce que tu disais. oui, oui, oui. Et puis en plus, dans les études, parfois, je trouve qu'il y a un peu des difficultés aussi à faire des sous-groupes et à faire des profils, enfin, à faire émerger des profils qui pourraient plus ou moins répondre en fait à ce qu'on est en train d'évaluer. Et du coup, des fois, avec des résultats qui sont un peu modérés ou pas satisfaisants, alors que pour autant, peut-être que si on avait sélectionné vraiment un profil particulier et qu'on avait testé ça sur ce profil-là, peut-être que ça aurait donné des résultats beaucoup plus signifiants. Et je trouve que donc il y a cet apport-là effectivement de la science qui est très important et qui doit nous faire nous poser des questions et remettre en question nos croyances. Mais parfois, en fait, d'une part, soit il peut parfois ne pas y avoir d'informations du tout. Et puis parfois, quand il y en a, il faut être capable aussi, je pense, de prendre du recul et de se dire, bon, bah déjà, quelle est cette population qui a été étudiée? Est-ce que ça colle vraiment avec la population que moi j'ai? Est-ce que cette manière d'étudier et d'essayer de répondre à cette question de recherche, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'il n'y a pas justement des biais qui font que je dois quand même prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui est dit? Mais ça n'empêche que je trouve quand même que ce qui est très important, comme tu l'as dit là, d'avoir cette démarche réflexive et de l'entraîner. Et de l'entraîner de plus en plus et d'être capable justement à chaque situation de se dire ben, qu'est-ce que je fais quand j'ai pas justement le mode d'emploi et quand j'ai pas les données de la science. Et au final, c'est un petit peu tout le temps le même raisonnement, en fait. C'est toujours d'essayer d'analyser la situation, c'est toujours d'essayer de prendre des marqueurs, c'est toujours d'essayer d'évaluer l'évolution grâce à ces marqueurs, de me prendre les marqueurs les plus précis possibles, de faire des hypothèses, d'essayer d'analyser la situation par rapport à cette hypothèse, de le présenter aussi au patient et de lui expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça.
de lui expliquer comment nous on réfléchit et qu'on raisonne, parce qu'en fait lui va réfléchir et raisonner aussi à son tour, et parfois il va participer en fait à cette réflexion-là par rapport à son propre traitement. Et il peut être amené à apporter des choses qui sont très pertinentes et qu'il apporte parce que ben, il a cette connaissance de son corps. Et parce que comme on lui a appris à réfléchir et à analyser la situation et qu'on lui a vraiment déterminé avec lui l'objectif qu'on avait et ce qu'on essaie de mettre en place, et ben, des fois, lui aussi trouve des solutions qui vont être pertinentes pour lui et qui parfois vont être pertinentes aussi pour d'autres personnes. Je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir des patients qui me faisaient des remarques en me disant, bon, bah, du coup, j'ai compris que tu me faisais faire ça pour telle manière, est-ce qu'on pourrait pas aussi faire ça? Par exemple. Ou est-ce que moi, du coup, comme je me sens de telle manière ou comme j'ai telle difficulté, est-ce que je pourrais pas, pour cet objectif-là, le faire un petit peu différemment, car je pense que ça me conviendrait mieux, par exemple. Ouais. Et donc, et ça, en fait, c'est quelque chose, moi, dont je m'enrichis et dont j'enrichis ma pratique. Et ça me permet, en fait, même quand ça sort du cadre, dans le sens où parfois, en fait, on a nos fiches pathologies, entre guillemets, on sait que la majorité des patients qu'on a, ce qui est décrit dans la littérature, c'est plutôt un tableau clinique particulier. Et donc, du coup, on a nos habitudes, on a nos traitements, etc. Mais en fait, quand on a la personne face à nous, des fois, il n'y a pas qu'une pathologie, il y a plusieurs choses qui interagissent entre elles. Et donc, du coup, on n'est plus sur un tableau clinique qui est aussi clair ou qui est semblable à ceux qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est aussi de développer notre capacité à nous adapter et même si on comprend pas toujours tout ou pourquoi est-ce qu'on le fait, d'être capable de s'adapter, d'être capable de s'évaluer et de voir si ce qu'on a mis en place pour le patient, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce que les marqueurs qu'on a identifiés s'améliorent et est-ce qu'on se dirige vers notre objectif en fait. Pour justement compenser ce truc de bah des fois ça se passe pas comme j'avais prévu, peut-être parfois c'est pas tout à fait comme dans les livres, parfois c'est pas ce à quoi je m'attendais et ce qui normalement marche très bien, bah là ça marche pas, il faut être capable de se remettre en question et de se dire bah peut-être aussi que moi mon hypothèse de départ était peut-être pas la bonne, peut-être que en fait il y a quelque chose qui influence ça, un paramètre que j'ai pas pris en compte. Mais n'empêche qu'il faut que je sois capable quand même d'évoluer et de proposer un traitement et de m'adapter justement à la personne que j'ai en face de moi et de continuer à avancer, même si ben, cette prise en charge-là sera pas tout à fait comme celle que j'ai eue auparavant ou qu'il y a des choses que je comprends pas complètement. Ouais, ouais, beaucoup de choses. Bah, merci de partager tout ça, hein, beaucoup de choses super intéressantes, notamment la notion de partenariat, enfin de partenariat en entretien motivationnel. La notion de partenariat, c'est vraiment l'histoire de l'importance des apports du patient et qu'il y ait deux experts, en fait, ce soit pas que dans un sens et même de privilégier les apports du patient quand il en est. Ouais, Et puis, ce que tu décris aussi, c'est une- un mode d'emploi intéressant pour arriver à naviguer dans l'incertitude, en fait. Et tu vois, ce que tu décris aussi, c'est que cette incertitude, tu, comment dire, tu ne caches pas cette incertitude-là au patient, en fait. non, Voilà, toi, tu l'intègres dans ta réflexion, tu es à l'aise avec ça. Alors bien sûr, hein, ça fait toujours plaisir quand on a tout de suite le truc qui fonctionne, etc. Et parfois un peu moins plaisir quand on a pas de truc qui fonctionne. Mais si on est dans une posture d'apprendre, bah finalement on en tire des choses chouettes parce qu'on progresse. Et, euh, et vraiment cette notion de... il faudra que je retrouve ce papier là, mais il y a plusieurs années j'étais tombé sur un article où ils avaient... je me rappelle plus comment ils avaient évalué ça, mais ils avaient conclu que les praticiens qui arrivaient le mieux à naviguer dans l'incertitude, c'est eux qui, au global, avaient des meilleurs résultats. Et contrairement voilà, au fait de s'imposer des certitudes, d'essayer de faire rentrer ça à tout prix, et puis bah, quand ça sort du cadre, on est perdu. Et ouais, donc vraiment intéressant. Et vraiment intéressant aussi d'intégrer le patient là-dedans, parce que il y a une forte crainte, souvent des soignants, enfin, en tout cas, moi, que je peux constater dans les formations, le patient il vient voir un expert, je suis censé tout savoir parce que l'école nous a formaté comme ça, on est censé avoir 20 sur 20, enfin dès qu'on dit un truc mm, qu'on ne sait pas, on a des points en moins. Et, euh, et du coup vraiment ouais, de se positionner en mode bah non moi je sais pas tout et là tu as une situation qui est particulière parce que c'est toi, parce que c'est ton contexte, etc. Moi j'ai des données, toi t'en as, comment on fait au mieux, on va essayer ce truc-là. Bah, je te le propose parce que je sais que ça a pu aider des gens dans des situations similaires, mais il faut qu'on voit en fait. Je suis pas en train de te mm. dire que ça va marcher absolument et vraiment d'intégrer. Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant là,
de réfléchir de cette manière-là, et on voit que toi, tu t'y retrouves bien, tu te développes là-dedans, ouais. Oui, parce que en fait, quand j'ai commencé, j'étais très mal à l'aise avec l'incertitude parce que j'avais l'impression que c'était ma responsabilité et que cette incertitude, elle venait en fait d'un manque de connaissances vraiment très personnel. Alors qu'en fait, je me rends compte que l'incertitude, bah, la science, c'est réduire l'incertitude en fait. C'est pas avoir des certitudes, absolument pas. Et je pense qu'à partir du moment où on pense avoir des certitudes, je pense qu'on est dans l'erreur. Et donc de me rendre compte qu'en fait, bah, on n'a pas forcément toutes les données, on est face à des mécanismes qui peuvent être très complexes, plein de choses qui vont interagir et qui vont faire que l'évolution à laquelle on s'attend sera pas forcément linéaire et qu'il y a plein de paramètres qui vont interférer avec ce qu'on fait, certains dont on a connaissance, certains dont on n'a pas connaissance. Donc déjà de me décentrer un petit peu de moi-même et de me dire qu'en fait on est tous dans cette situation à avoir justement des incertitudes parce que bah, la science avance et qu'il y a plein de choses où on réduit l'incertitude qu'on avait au départ et puis plein d'autres où bah, ce sera plus tard, peut-être à l'avenir, qu'on arrivera à apporter des connaissances et à ajuster un petit peu ce qu'on fait, à comprendre un petit peu mieux aussi les patients et les thérapies qu'on met en place. Mais donc il y a ce côté donc de normaliser un petit peu l'incertitude qui moi m'a fait du bien. Et puis je pensais en fait que admettre son incertitude, ça angoisserait le patient ou qu'il y aurait une réaction négative de sa part. Alors qu'en fait pas du tout, je trouve. Personnellement en fait la manière dont je présente les choses aux patients, c'est de dire voilà les éléments que vous me donnez. Moi, j'ai telle et telle hypothèse qui me viennent. Celle qui me paraît la plus probable par rapport à ce que vous m'apportez comme élément, ce serait plutôt celle-ci. Donc du coup, partant de cette hypothèse, je vais mettre en place des choses. La manière dont vous allez réagir, ça va à nouveau m'apporter des informations pour voir si effectivement cette hypothèse est la plus pertinente ou pas. Je vais évaluer comment vous allez avec tous les marqueurs que je viens de citer. Je vais prendre des marqueurs fonctionnels, dire bah voilà, là j'ai bien noté qu'aujourd'hui vous avez mal quand vous faites ça de telle manière, ça vous n'arrivez pas à le faire, ça vous arrivez à le faire, mais au bout de tant de temps ça vous pose tel problème. Et en fait, on va mettre en place ce traitement. S'il y a l'évolution attendue et qu'il y a des choses qui s'améliorent et qu'on voit qu'en fait on va dans la bonne direction, ça va donner encore plus de force à cette hypothèse, voire ça va la confirmer. Et puis après, on va mettre en place le traitement. Et si par contre, je vois que par rapport à ce que je vous ai donné à faire, ça va pas dans le sens de mon hypothèse, là je vais me poser des questions et on va ajuster et on va faire en sorte de construire quelque chose petit à petit et de faire en sorte que bah, on atteigne nos objectifs, que vous sentiez mieux. Et du coup, de cette manière-là, en fait, on montre au patient que d'une part, on l'évalue, que on partage avec lui notre réflexion, on a des éléments qui nous laissent à penser que bah, ce traitement-là, c'est le plus adapté pour lui. Mais on est aussi à l'écoute de comment il se ressent et si le traitement lui convient et s'il avance. Et on expose aussi que bah, on a bien entendu ses objectifs, qu'on a les mêmes que lui et qu'on va dans une direction ensemble et que si jamais bah, il y a quelque chose qui ne lui convient pas ou s'il réagit pas, enfin si on s'éloigne de ces objectifs-là, qu'on n'avance pas comme on voudrait, bah, on se remettra en question et puis qu'on fera autre chose, en fait. Et du coup, je pense que ça, en fait, le fait de partager avec lui cette réflexion-là et de voir qu'en fait c'est construit et qu'on n'avance pas à l'aveugle et qu'en fait on a mis en place des choses, mais on va les évaluer en fait. Je m'exprime peut-être mal, mais c'est vraiment de faire participer à cette réflexion-là et de dire, en fait, je teste pas des choses au hasard, en Mm. fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un raisonnement qui va se faire progressivement et je vais avoir de plus en plus d'informations. Et du coup, je vais être de plus en plus précis dans ce que je vais faire et et je vais aller au plus près, en fait, de cet objectif-là et de manière de plus en plus efficace. Mm. En fait, j'ai le sentiment, plus on est explicite avec un patient, moins il y a de place à ce qu'il se pose des questions, à essayer d'interpréter ce qu'on veut faire, etc. Tout ça, ça prend de la place, ça prend de la bande passante, ça met de la friture parfois qui est juste contre-productive. Là, au moins, il sait, c'est clair. Et cette clarté-là, je pense qu'elle rassure. Et c'est pas forcément la certitude. Pareil, il y a une méta-analyse qui a été sortie il y a 2 3 ans, je sais plus exactement, sur l'alliance thérapeutique et les facteurs du point de vue des patients qui faisaient qu'une alliance thérapeutique était de qualité. Et je l'ai peut-être déjà cité sur ce podcast, mais c'est pas grave. Et un des facteurs, en fait, c'était d'avoir affaire à un praticien qui sait se montrer faillible. Donc ça, c'était favorable à l'alliance thérapeutique. Donc c'est Mm. vraiment pas cette croyance que nous, on peut avoir
il faut montrer aux patients qu'on sait et qu'on n'est pas faillible, en fait, elle est fausse. Elle est fausse. Donc, non, tout ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, bah, écoute, merci. Ça nous permet d'avoir une bonne base pour comprendre bah, ton chemin, comprendre ta façon de raisonner, d'évoluer, etc. Et, euh, et ce que je te propose là, du coup, c'est de passer à discuter des points qu'on a prévus suivants. Parce que moi, je me méfie là, je pense, je suis en train de dire, je serais capable de faire tout l'épisode là-dessus. Oui, je pense aussi. Du coup, on n'aborderait pas le sujet de l'escalade. Euh, oui, bah, ce que je t'avais proposé, moi, c'était de nous parler, peut-être pour parler au plus grand nombre, de parler des atteintes que on peut croiser en cabinet libéral, enfin, le plus fréquemment, notamment avec l'explosion de la pratique de l'escalade, au niveau récréatif notamment. Et j'imagine que bon, bah, même au niveau compétitif, j'imagine qu'il y a de plus en plus de monde aussi, enfin, j'en sais rien. Mais du coup, enfin, on voit bien ce truc-là. Moi, j'ai plein de gens que je connais qui s'y mettent. Quand on va faire des formations, il y a plein de participants qui font de l'escalade. J'ai appris dans une formation d'ailleurs que il y a un coin à côté de chez moi qui était super connu en escalade. Alors que chez moi, enfin, j'ai un coin en nature. Alors chez moi, il n'y a pas de montagne et tout. Ça m'a un peu, j'étais un peu surpris. Mais bon, bref, bon, ça c'est la petite histoire. La vallée des eaux claires, pour ceux qui Mm. ça parlera plus moyen à côté d'Angoulême. Enfin voilà, donc il y a plein de gens qui parlent de ça. Donc, je me dis que doit y avoir de plus en plus de patients qui arrivent dans des cabinets avec des attentes liées à leur pratique. Et ce que je t'avais proposé, du coup, c'était de réfléchir à bah, quelles atteintes étaient les plus fréquentes selon toi, et puis qu'on puisse donner des petits outils, enfin, des repères, des petits principes d'évaluation, des principes de traitement de plaie, peut-être une ou deux idées d'exercice si c'est adapté. Donc, voilà, si tu veux bien nous parler un peu de tout ça. Avec grand plaisir. Cool. Oui, effectivement, c'est un sport en fait qui est de plus en plus populaire et en fait c'est un sport qui devient aussi de plus en plus accessible parce qu'avant en fait il n'y avait pas beaucoup de salles, donc il n'y avait pas beaucoup de visibilité et donc là la population en fait de grimpeurs se diversifie, on se retrouve avec plein de profils différents. Il y a des personnes qui grimpent depuis très longtemps, il y a des personnes qui découvrent l'escalade, il y en a qui pratiquent de manière très intensive, il y en a qui pratiquent vraiment de manière très ponctuelle et plus comme un moment un peu de partage et un moment social et que forcément qui, par exemple, vont consacrer peu de temps et d'autres qui, en parallèle, vont vraiment être un peu comme moi, passionnés et faire que l'escalade va devenir un petit peu le centre de leur existence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est un sport qui est quand même, qui peut être hautement technique et hautement spécifique et notamment sur les doigts. Et dans une salle d'escalade commerciale, en fait, donc il y a ces populations-là qui se côtoient avec des personnes qui ont des niveaux très très élevés et d'autres qui le font pour le plaisir, mais sans forcément avoir une pratique très rigoureuse ou très suivie. Et en fait, donc nous, en tant que grimpeurs, en fait, dans les salles, on a accès à tout ce qu'on veut. Donc en fait, si on veut aller essayer des blocs vraiment très très durs qui vont imposer des contraintes auxquelles on n'est pas préparé, ben, on peut tout à fait le faire en fait. Donc il y a des patients en fait que j'ai au cabinet qui du coup ont découvert l'escalade et qui ont apprécié ce sport, qui avaient une bonne condition physique de départ, qui pratiquaient déjà d'autres sports et qui du coup ont eu une progression rapide en escalade et qui se sont exposés rapidement à des niveaux d'intensité qui étaient très élevés sur des contraintes extrêmement spécifiques qu'ils n'avaient jamais travaillé et qu'ils ne travaillent pas en fait dans aucun autre sport. Donc les doigts, c'est l'exemple le plus flagrant. Et on se retrouve avec des patients du coup bah, qui se font donc des blessures telles que des ruptures de poulie ou telles que des lésions musculaires de l'ombilico ou qui vont en fait se retrouver à exposer leur structure à un stress qui peut être très important et ces structures-là, elles ont un temps d'adaptation qui peut être parfois long. Et ils se retrouvent du coup avec cette incohérence d'être montés dans le niveau très très vite, mais d'avoir pas laissé suffisamment de temps à leur corps pour créer de l'adaptation en fait. Et donc ils se retrouvent dans des situations de surcharge, sans trop comprendre pourquoi, parce qu'en fait c'est un sport qu'on fait qui est très ludique, c'est un sport aussi très social, c'est un sport, on se rend pas forcément compte en fait de l'intensité de la contrainte qu'on va mettre.
Parce que justement, le côté ludique de, on est face à un, si c'est un bloc par exemple, si on se retrouve face à un bloc, il y a des prises sur le mur, et puis il faut essayer de trouver bah, comment monter tout en haut, quel mouvement je vais faire, comment je vais me positionner, quel enchaînement, quelle gestuelle, etc. Donc en fait, parfois on est tellement happé par ça qu'on ne se rend pas forcément compte en fait qu'on s'expose à des contraintes qui sont assez élevées. Mm. Et donc dans les sports de l'escalade, il y a trois disciplines différentes. Donc il y a la discipline de bloc. Donc c'est une discipline en fait où on est sur une hauteur relativement faible. C'est de 4-5 mètres avec des gros tapis. Et en fait on grimpe sur le mur et c'est une séquence qui est plutôt courte. En général, ça peut être des séquences qui justement vont être élevées en intensité mais sur un temps relativement court. Il y a la notion de chute, il y a la notion aussi de consigne de sécurité parce que, bah, en fait, il y a des règles à respecter par rapport au fait qu'on peut donc tomber sur les tapis, mais qu'il faut respecter un espace pour pas tomber sur des personnes, il faut pas courir sous les blocs. Dans sa manière de tomber aussi, il faut faire attention à certaines choses pour pas s'exposer à des luxations d'épaule, pour pas s'exposer à des entorses de cheville. Donc il y a tous ces paramètres-là qui, quand en fait on commence la discipline, il y a quand même pas mal de consignes de sécurité, il y a quand même pas mal de choses à connaître. Et en fait, pour les nouveaux arrivants, parfois ces choses-là sont pas forcément clairement explicitées. Mm. Et il y en a qui se retrouvent à se blesser parce que donc ils ont progressé trop rapidement dans leur niveau, parce qu'ils n'ont pas respecté des consignes de sécurité et qui se sont exposés et ont exposé d'autres personnes en fait à un danger. Ou, ou dans d'autres disciplines, par exemple, donc là on a parlé de la discipline de bloc, il y a aussi la discipline donc de voie. Donc la discipline de voie, c'est on a plusieurs prises donc sur le mur, mais c'est des hauteurs qui sont très élevées. On est du coup obligé de s'assurer, donc on a la responsabilité en fait donc de s'assurer correctement et d'avoir un assureur qui nous assure correctement. Et là on a aussi des consignes de sécurité sur le type d'assurage, sur la technique d'assurage, des choses à respecter en fait pour ne pas mettre en danger la personne qui du coup va se retrouver à des hauteurs très élevées et qui peut potentiellement, si nous on a un défaut d'assurage, bah, qui peut chuter, mais qui cette fois-ci ne va pas chuter de quelques mètres, mais va chuter d'une hauteur importante sur un sol qui sera pas en sol avec des tapis et qui sera en sol dur. Donc c'est tout ça en fait où les personnes qui commencent l'escalade, en fait, il y a quand même pas mal de choses autour de ce sport pour qu'on ait une pratique qui soit sécurisée. Et parfois, en fait, ces consignes-là sont pas forcément respectées. Ils ont tendance à sous-estimer un petit peu l'intensité à laquelle ils peuvent aller et que leur corps nécessite de s'adapter à cet effort. Et on se retrouve du coup avec bah, une explosion de l'escalade, mais aussi une explosion en fait des blessures. Donc là, la population que je viens de décrire, c'est plutôt donc la population qui débute. Il y a aussi la population de grimpeurs qui sont là depuis longtemps et qui donc sont passionnés par ce qu'ils font, qui ont envie de progresser, qui veulent justement s'exposer à des niveaux de plus en plus difficiles, mais qui parfois n'ont pas la préparation à côté. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont, bah, ils vont essayer des blocs qui vont être très exigeants, ils vont essayer des choses qui sont au-dessus de leur niveau et dans l'optique justement petit à petit de progresser. Sauf qu'en fait, parfois, quand tu changes de niveau en escalade, en fait, tu te retrouves face à des contraintes qui sont totalement différentes que tu retrouves pas dans les niveaux en dessous. Et parfois, tu te retrouves dans un intermédiaire en fait où tu te retrouves soit sur quelque chose de trop facile, soit sur quelque chose de trop dur. Et Ok. du coup, en fait, c'est cette difficulté à créer des paliers de progression. Et parfois, en fait, tu es obligé de sortir du mur et tu es obligé de faire des exercices à côté qui vont te permettre justement de créer ces paliers de progression, de générer de l'adaptation au niveau de ton corps, de développer des capacités dont tu as besoin pour passer au niveau supérieur. Et ça, cette étape-là, et ben en fait, il y en a plein qui se rendent pas compte en fait qu'ils devraient le faire et qui vont juste essayer en fait des choses qui sont beaucoup trop dures pour eux et auxquelles ils sont pas suffisamment adaptés. Donc tu peux te retrouver avec des grimpeurs qui ont un très bon niveau et qui vont justement avoir ce projet de progresser, mais qui sauront pas comment le faire et qui vont s'exposer à la surcharge parce qu'ils n'auront pas compris qu'en fait cette adaptation elle nécessite des étapes intermédiaires et qu'ils sauront pas comment les mettre en place. Une forme de travail spécifique en fait. Ouais. Et il y a une troisième chose aussi, c'est que donc il y a pas mal de grimpeurs qui font des niveaux assez élevés et qui n'ont pas conscience en fait que si tu as un niveau qui est exigeant, ça veut dire que dans ta pratique, il y a certaines choses à mettre en place aussi pour diminuer le risque de blessure. Et que si tu vas faire, bah, je prends l'exemple du bloc par exemple.
Si tu veux faire un bloc qui est très difficile, bah, en fait, plus tu vas aller dans des niveaux d'intensité exigeants, plus potentiellement tu vas être proche aussi de ta limite de tolérance. Hmm. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à mettre en place en termes de prévention, comme par exemple l'échauffement. Et si tu, en fonction de la spécificité de ton bloc, il y a certaines choses qui vont être à échauffer de manière privilégiée. Et en fait, il y a certaines personnes qui, parce qu'elles estiment que c'est pas si dur pour elles ou que musculairement ils se sont habitués petit à petit à l'effort et ils ont plus cette sensation d'effort qu'ils avaient au départ, ils ont tendance à sous-estimer la contrainte et à aller très vite dans l'intensité. Et ils peuvent se retrouver justement à se blesser parce qu'ils n'ont pas conscience que là, ils font des choses qui sont quand même très exigeantes. Et que si tu fais des choses exigeantes, ça veut dire que ta gestion de la charge, elle doit être vraiment beaucoup plus rigoureuse, qu'il y a des choses à mettre en place qui deviennent indispensables, notamment l'échauffement, et qu'à partir du moment où tu fais de l'intensité, ben en fait, il faut aussi être carré sur ta manière de gérer la charge à la semaine, donc sur le nombre de séances que tu vas faire, sur la récupération que tu vas avoir après ces séances-là, sur aussi sur la manière aussi dont tu grimpes, dans le sens où si tu compenses en fait certaines choses telles que un manque d'amplitude ou telles que un manque de force. En fait, si tu as des compensations, mais sur un niveau d'intensité très élevé, en fait, tu peux aussi t'exposer à des blessures parce que tu auras compensé jusque-là et ça t'aura pas forcément posé problème parce que tu auras été en dessous de ta limite de tolérance. Mais Ouais. là, tu t'exposes à ton max et donc plein de petits détails qui posaient pas problème jusqu'à présent, bah, vont faire que la répartition de la contrainte va être importante sur ces zones-là et que tu vas être à risque de surcharge. Parce que justement, bah, ces défauts que tu n'auras pas travaillé jusqu'à présent, bah, à partir du moment où tu vas t'exposer à vraiment quelque chose qui est très proche de ta limite à toi, bah, ces détails-là vont parfois poser problème et faire que, à ce moment-là, tu vas être en surcharge. Ouais, vraiment intéressant. Ok. Donc, effectivement, le fait de passer d'un niveau à l'autre, de savoir qu'on va pas forcément solliciter les mêmes zones de la même manière, ça c'est moi ça me fait presque penser au principe de sport dérivatif où tu es ultra spécialisé dans un sport, tu es à haut niveau, etc. Puis d'un coup tu te mets à faire un autre sport. Fatalement, t'es pas limité par tes capacités cardio-respiratoires, enfin tu peux envoyer. Parfois c'est un peu la même zone du corps qui est sollicitée. Mais juste parce qu'elle n'est pas sollicitée de la même manière, bah, t'es pas optimisé pour ça, donc du coup, tu vas créer de la surcharge d'une manière assez inattendue. Et, euh, et vraiment, ces notions de progression, récupération, cet équilibre de plus je mets de l'intensité, bah, plus il faut que je récupère, l'importance de ça. Et c'est sûr, quand on met de l'intensité alors, à haut niveau, bon, je me fais pas d'illusions, c'est pas une vérité, mais à haut niveau, ils sont peut-être un peu plus vigilants par rapport à la récup. Pas tous, j'imagine, mais peut-être. Mais par contre, des personnes qui sont pas sportives de haut niveau, mais qui commencent à atteindre des niveaux élevés d'intensité, eux, je pense que c'est pas rare que justement la récup, ils aient pas conscience de l'importance de ça. Et ça peut vraiment mettre ouais, en difficulté. C'est, tu vois, enfin, ça m'évoque beaucoup de choses à nouveau, hein, mais un des trucs que ça m'évoque, c'est la sensation. Par rapport à des patients, je me suis vu souvent expliquer à des patients, oui, vous avez démarré la course à pied, tu vois, même des nouveaux pratiquants, vous avez démarré la course à pied, puis là vous commencez à avoir mal au genou, alors que vous commencez à vous sentir bien. Bah, c'est normal, en fait, au départ, au niveau cardio-respiratoire, vous n'étiez pas adapté, donc c'était ça qui vous limitait. Puis à force, ça Mhm. s'habitue, et puis du coup, bah, musculairement, vous pouviez pas faire plus, mais là, musculairement, ça commençait à aller. Et sauf que bah, là, maintenant, au niveau cardio-respiratoire, vous êtes à l'aise. Au niveau musculaire, enfin, vous êtes pas limité par ça. Musculairement, vous n'êtes pas limité. Mais par contre, vous avez des tendons, du ménisque, je sais pas, du sébrocartilage ou autre. Au niveau articulaire, ben, comme l'adaptation est plus lente, ben là, en fait, vous arrivez à faire parce que vous n'êtes pas limité pendant. Mais après, vous avez des tissus qui vous disent, oulala, attends doucement, parce que moi, j'ai pas le temps de récupérer entre deux fois. Et du coup, vous pouvez continuer. Enfin, ça vous empêche pas de continuer, ça devient de plus en plus pénible, etc. Et cette habitude de... Je me limite par rapport à mes capacités physiques pendant l'effort. En fait, c'est plus le bon repère, quoi. Et Ouais. ça, c'est pas super intuitif parce que on est habitué à ce que notre corps il nous prévienne quand on est en train de faire un truc qui est pas une bonne idée. Et là, en fait, on n'est plus là-dedans.
Ouais, c'est ça. Et puis en plus, tu vois, tu te retrouves avec des contraintes parfois qui sont pas faciles à contrôler parce que dans l'escalade, tu peux être amené justement à avoir des gestes qui sont en dynamique où tu dois te lancer, te réceptionner. Mm. Et en fait, bah, tu vas pas forcément avoir de signe avant-coureur, en fait. Et tu vas tester quelque chose qui est beaucoup trop difficile pour toi. Mais si je prends l'exemple de la poulie, par exemple, eh ben, en fait, tu vas essayer de te mettre dans une position et de tenir une prise qui va être très petite. Et plus la prise va être petite, plus tu vas devoir développer de la force. Donc toi, tu vas, vu que tu as progressé dans ton niveau, tu as développé de plus en plus de force au niveau de tes doigts. Mais tu t'es pas rendu compte qu'en fait, tu avais développé tellement de force que là, tu étais à la limite de tolérance en termes de charge par rapport à ta poulie qui, elle, reçoit la contrainte que tu développes avec ton muscle, en fait. Ouais. Et donc, du coup, tu vas pas te rendre compte, mais finalement, la force que tu es en train de développer, tu te rapproches petit à petit, en fait, de sa capacité de tolérance maximale. Et toi, tu vas essayer de faire un bloc en disant, ben, je pense que j'ai la force de le faire, je vais essayer de le faire. Alors, et tu lances, en fait, le mouvement et tu attrapes et tu mets de l'intensité sur ce mouvement-là. Et c'est trop tard, parce qu'en fait, tu as dépassé ta capacité de tolérance. Et du coup, bah, comme tu n'avais pas eu de signe avant-coureur, tu te retrouves en fait tout de suite dans la blessure sans que ça ait forcément été progressif. Et plus tu vas aller justement t'exposer à des choses qui sont nouvelles, qui sont très spécifiques et qui sont à haute intensité, ben, plus tu prends le risque bah, finalement de passer dans la surcharge en fait très rapidement et de pas avoir cette capacité justement à voir des signes et être capable de jauger que effectivement là, à ce moment-là, cette contrainte-là n'est pas adaptée. Et comme tu es dans un sport qui est très ludique, encore une fois, bah, en fait, toi, tu te dis, tu penses pas forcément effort Ouais. sportif, tu penses pas forcément charge, tu penses juste, j'ai envie de faire cette séquence de mouvements, j'ai envie d'aller tout en haut. Tu te rends pas forcément compte de ce que tu mets en jeu, rends pas forcément compte de ce à quoi tu t'exposes et tu te rends pas forcément compte de est-ce que c'est cohérent par rapport à où tu en es toi dans ton adaptation et dans ton niveau. Et donc, du coup, parfois, bah, tu te retrouves à te blesser parce que, bah, comme tu le décrivais là en course à pied, parce qu'en fait, bah, ton facteur limitant, ça va plus être le musculaire, mais ça va être des tissus, du tissu conjonctif, ça va être des poulies, ça va être voilà, tout un tas de choses qui ne se sont pas adaptées suffisamment. Et comme il y a des rythmes d'adaptation qui sont différents en fonction des structures, et que le muscle, c'est quand même un élément qui s'adapte très très vite, Ouais. bah, parfois il y a cette incohérence de oui, je suis capable de développer de la force, mais mon corps n'est pas capable de la tolérer, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment intéressant. Vraiment intéressant. C'est, je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient, mais quand je bossais en foot, en fait, la plupart des lésions musculaires, c'était des lésions d'aponévrose, en fait. C'était pas de la fibre musculaire, tu vois. Et, enfin bon, bref, tu vois, ça me fait réaliser ça. Alors, ça fait longtemps que je me suis dit qu'il y a différents niveaux de, de, de rythme d'adaptation en fonction des tissus, mais j'avais jamais pensé à ça, tu vois. Ça me revient, hein. Bon, bref, c'est pas grave. Mais effectivement, toi, bah là, oui, je comprends. T'as un focus qui est vraiment branché plaisir et challenge, et réflexion de comment je vais faire, par où je vais passer, etc. Moi, je fais pas d'escalade, hein, donc Mm. parfaitement novice. Je suis capable de dire des dingueries, mais c'est pas grave, j'assume. Et du coup, c'est très dur d'appréhender, enfin déjà de se dire, faut que je réfléchisse à ça, parce que si tu fais de l'escalade, c'est pas pour réfléchir à comment éviter de te blesser, en fait, c'est pour challenger, progresser. Ouais. Et puis cette notion tu peux avoir un moment où c'est très intense, très bref, et du coup, là, tu as le risque de lésion aiguë qui est vachement fort. Donc c'est un type de lésion un peu différent de ce que je donnais pour la course à pied, où là, c'est plus un problème de charge, de récupération, on va dire. Là, bah oui, non, là, ça peut péter au niveau aigu, et puis bah, une fois que c'est fait, c'est trop tard. Tu as peu le temps d'apprendre ou de prendre du recul. Ok, ok. Et donc, du coup, en termes de blessures les plus fréquentes, tu disais les lésions des poulies. Qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent, en fait, d'autres? Alors en gros, il faut différencier deux types de blessures. Il y a les blessures de surcharge aiguë. Donc ça va être effectivement par exemple la lésion de poulie sur un événement traumatique. Donc souvent c'est donc soit de vouloir tenir justement une prise et de développer de la force de manière tellement importante que la poulie n'est pas capable de tolérer cette charge. Et donc dans ces cas-là, on dépasse le seuil de rupture. Ça peut être aussi des fois de tenir une prise, donc de développer de la force, mais par contre d'avoir ce qu'on appelle une zipette, c'est-à-dire que tu as le pied qui glisse. Ah Et oui. donc du coup, tu te retrouves en fait à avoir tout le poids
sur ta main. À toi, dans une tentative justement de ne pas tomber en fait de manière réflexe, donc tu vas serrer encore plus fort. Ouais. Sauf que du coup, tu vas te retrouver à être sur ta prise et à avoir un mouvement excentrique. Et en fait, il y a eu de la recherche fondamentale, alors avec tous les biais que ça comporte, hein, parce que c'est sur des études cadavériques, mais en fait, ils ont identifié que a priori, il y aurait en excentrique, il y aurait une friction du tendon avec la poulie. Parce que la poulie, en fait, pour ceux qui n'auraient pas forcément connaissance de cette structure-là, c'est au niveau des doigts, en fait, le tendon, la seule raison pour laquelle il ne se décolle pas de l'os et qu'il ne prend pas la tangente quand on va venir contracter nos muscles, c'est parce qu'il est plaqué contre l'os grâce à une poulie. Et donc, il y a des poulies qui encaissent plus ou moins de charge en fonction de leur localisation. Mais apparemment, en fait, quand tu fais de l'excentrique, le tendon rentre en friction avec la poulie et du coup, ça abaisse de beaucoup en fait son seuil de rupture. Donc, ça veut dire que quand tu es dans cette situation-là, que tu tiens une prise, que tu glisses, que tu te retrouves avec tout le poids de ton corps et qu'en plus de ça, tu as un gros excentrique au niveau de tes doigts, tu te retrouves dans une situation aussi où tu peux avoir une surcharge aiguë et atteindre le seuil de rupture. En autre blessure traumatique, il y a toutes les blessures en lien avec les chutes pour le bloc. Donc ça va être les luxations d'épaule, ça va être les entorses de cheville, ça va être les LCA. Il y a tout un tas de blessures en fait qui est vraiment en lien avec les chutes, soit de tomber sur les tapis, soit de tomber sur d'autres personnes. Comme on parlait donc des consignes de sécurité tout à l'heure, il y a aussi des choses à respecter parce que bah, si tu tombes sur quelqu'un, tu peux potentiellement te blesser et blesser la personne. Et il y a même eu beaucoup d'athlètes qui se sont fait des croisés comme ça, en fait, hein, qui sont tombés sur des gens et qui se Ouais. sont retrouvés justement à mettre en pause leur carrière athlétique parce que ben, elles s'étaient fait un LCA, quoi. Donc il y a ces blessures-là qui sont des surcharges aiguës. Et après, il y a les surcharges chroniques. Et donc là, les pathologies les plus représentées, ça reste aussi quand même les doigts. Et beaucoup aussi de pathologies d'épaule. En général, en fait, il y a des blessures aussi au membre inférieur, mais celles qui sont les plus représentées, ça reste quand même les blessures du membre supérieur. Et donc les blessures des doigts restent quand même les plus fréquentes. Et dans les blessures des doigts, il y a des lésions de poulie, il y a des lésions aussi de l'ombilico, il y a des lésions articulaires, des surcharges. Donc il y a plein de choses un petit peu différentes. On a tendance à connaître plutôt la lésion de poulie pour les doigts. En fait, il y a d'autres pathologies aussi qui sont assez fréquentes. Mais globalement, la plus représentée, c'est quand même celle-ci. Et celle qui est très documentée, c'est celle-ci. C'est-à-dire que là, on a quand même de la recherche, on a quand même des données. Et a priori, ce serait la plus représentée. Ouais, vu que la prévalence est forte, fatalement, c'est la plus étudiée. Ouais, ok. Mais c'est assez cohérent d'ailleurs parce qu'en fait, c'est ce que je disais sur le fait que c'est un sport qui est hautement spécifique et qu'on ne le travaille pas de cette manière-là dans les autres sports. C'est qu'en fait, on ne développe jamais autant de force ni de spécificité dans d'autres sports sur les doigts. Donc en fait, c'est Mm. assez cohérent de se dire aussi que peut-être justement, il y a beaucoup de personnes qui progressent vite dans ce sport, mais en n'ayant jamais travaillé ces structures-là. Et les personnes qui sont les plus sujettes au traumatisme aigu et aux ruptures de poulie aiguës, c'est ceux justement qui n'ont pas commencé tôt l'escalade et qui se retrouvent en ayant progressé plus ou moins rapidement, mais en ayant pris plutôt tard, qui se retrouvent justement avec cette capacité d'adaptation qui est complètement dépassée. Et souvent ceux qui commencent très tôt, en fait, leur tissu conjonctif, je pense qu'ils ont eu le temps aussi de s'adapter sur le long terme. Et donc eux, ils peuvent être sujets à des inflammations, mais ils sont un petit peu moins sujets à des ruptures. Ouais, ok, ok. Ouais. Intéressant. En fait, j'ai eu une sorte de métaphore qui m'est venue là. J'ai proposé à mes patients, moi, tu sais, pour leur expliquer pourquoi il y a une structure dans leur corps qui pouvait se retrouver à la traîne par rapport aux autres. Et pourquoi, du coup, bah, c'était important de s'adapter à elle, parce que c'est elle le facteur limitant. Et en fait, ce que je leur disais, c'est, bah, vous imaginez, vous êtes avec un groupe d'enfants, des petits-enfants, et puis vous partez marcher. Et en fait, vous prenez un rythme, hein, et il y en a un certain nombre qui vont vous suivre, et puis il y en a peut-être un qui va pas arriver à suivre. Et le truc, c'est que bah, au départ, il va peut-être ramer un peu. Alors bon, là, tu vois, c'est pas pour la blessure aiguë, hein. Mais au départ, il va peut-être ramer un peu, bon, mais il continue, donc vous continuez, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, il va juste plus pouvoir, il va s'arrêter, et plus vous éloignez, plus il va crier, quoi. Et donc en gros, tu vois, c'était aussi pour illustrer l'image. Souvent, je me servais de ça pour illustrer l'image de bah, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous revenez au début et vous partez au même rythme? Tu vois, en mode, bah, ok, j'arrête, je me mets au repos, et puis je refais pareil. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer pareil, en fait, à un moment, on va le perdre, et puis voilà. Ok, bah, qu'est-ce que vous faites? Bah non, bah, je vais pas revenir au début, je vais revenir à son niveau, et je vais repartir tranquillement, et je vais surveiller comment il réagit. Tu vois, mais ça sert à rien de revenir au tout début, ça sert à rien de se remettre au repos, juste trouver le niveau où ça va,
et puis arriver à trouver le rythme où il arrive à suivre, tu vois. Mm. Je me rappelle, j'utilisais ça, j'ai l'impression que les patients, ils arrivaient enfin, ça leur parlait, quoi, comme truc. Ouais, mais tu vois, moi, ce que ça m'évoque aussi, ça, c'est que en fait, quand j'ai des patients, en fait, l'idée, c'est de comprendre aussi, et c'est pour ça que la prévention est très importante, je pense, c'est aussi de comprendre avec la personne pourquoi est-ce qu'ils se sont trouvés dans des situations de surcharge. Donc, en fait, là, tu vois, tu me posais des questions un petit peu sur les principes de traitement. Je pense qu'il y a des principes de traitement qui sont propres à absolument tous les sports, et ça peut être intéressant de les évoquer aussi pour voir comment est-ce qu'ils s'adaptent à l'escalade. Mais dans l'idée déjà, ce qu'il faut voir en premier pour moi, c'est pourquoi il y a eu surcharge. Donc d'identifier aussi comment ils gèrent la charge, quelles sont leurs connaissances à ce sujet-là. Donc ça veut dire combien de séances ils vont faire par semaine, combien d'heures de séances ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont gérer leur intensité, est-ce qu'ils vont tout le temps avoir des séances où ils vont à leur intensité maximale, comment ils vont gérer leur récupération. Quelles sont les choses qu'ils mettent en place justement pour que cette montée en intensité elle se fasse graduellement? Donc, est-ce qu'ils s'échauffent? Est-ce qu'ils s'échauffent correctement? Est-ce que dans leur manière de gérer la récupération dans la séance, est-ce que c'est optimal par rapport au niveau qu'ils vont faire? Est-ce que dans la manière dont ils vont gérer aussi leur récupération à la semaine, est-ce que ça va être optimal? Est-ce que dans leur connaissance de leur corps, il y a des symptômes qu'ils sont capables d'analyser, qui leur donnent l'information que là, ils commencent à être potentiellement en surcharge ou qu'ils sont dans une situation à risque? Est-ce qu'ils sont capables de réagir correctement et de manière donc adaptée? Donc c'est tout ça en fait qu'il faut poser comme question dans un premier temps parce qu'il y a la blessure, il y a une structure qui a été limitante à un moment donné et du coup quand ils ont été en situation de surcharge, c'est cette structure-là qui a été symptomatique en premier. Donc faut rééduquer cette structure-là, mais faut pas oublier aussi de décentrer un peu et de dire mais en fait là il y a eu une situation de surcharge, c'est ça la base du problème et si on ne règle pas ce problème, on va faire de la rééducation, mais par contre il va reprendre sa pratique comme avant Ouais. et avoir la même situation et du coup le même résultat en fait. Et de dire bah peut-être qu'il se blessera pas au même endroit parce que là peut-être qu'il aura retenu quand même des choses, mais peut-être qu'il va se blesser un petit peu plus tard, mais que c'est une autre structure qui va devenir problématique. Et en fait moi ce que j'essaye de faire c'est donc du coup de parler de choses très théoriques de gestion de charge, Ouais. de l'appliquer vraiment spécifiquement à l'escalade dans le sens où bah, de leur poser des questions sur leur pratique aussi et sur la connaissance aussi qu'ils ont par rapport à la contrainte qu'ils vont mettre dans leur séance, parce qu'en fonction des prises, tu vois, il y a plusieurs formes de prises qui vont pas demander les mêmes capacités physiques, qui vont pas solliciter en fait les mêmes structures. Donc typiquement, il va y avoir des prises qui vont être très spécifiques pour les poulies, il va y avoir des prises qui vont être très spécifiques pour le poignet. Enfin, tu vois, il y a en fait, en fonction de la répartition de contraintes, ça va changer en fonction des prises qu'ils vont faire, de l'intensité qu'ils vont mettre. Et en fait, un des profils, moi, je trouve, qui est très à risque, c'est le profil ultra spécialisé. C'est-à-dire celui qui va être très spécialisé dans quelque chose, qui va être très fort dans un style particulier, donc qui a son lot de contraintes associées, et qui va pas être capable de diversifier sa pratique, et qui va pas être capable d'être polyvalent, en fait. Et donc, du coup, il va aller tout le temps dans le même style, il va donc solliciter plus ou moins tout le temps les mêmes zones. Et du coup, il va se retrouver en surcharge beaucoup plus rapidement aussi parce que bah, à partir du moment où il va mettre de l'intensité, bah, il va se retrouver dans une situation où il va y avoir beaucoup de contraintes appliquées sur cette zone-là. Et potentiellement, en fonction de s'il est loin de sa limite de tolérance ou pas, mais en fait, ça peut poser problème. Donc, c'est de leur expliquer, moi, ce que j'essaye de faire, en fait, parce que je trouve que c'est pas mal d'essayer de trouver des modèles un petit peu explicatifs qui sont simplifiés, qui permettent de visualiser un peu les choses et après de les adapter à des situations plus complexes. Mais en gros, j'essaie de leur expliquer, d'utiliser en fait le modèle des curseurs et de dire, bah, en fait, on a trois curseurs. On a un curseur de volume, on a un curseur d'intensité, on a un curseur de spécificité. La situation à risque, clairement identifiée, c'est quand tous ces curseurs sont très hauts. Parce que ça veut dire que ça, la contrainte va être très localisée, très spécifique, très intense. Et là, en fait, d'évaluer chaque séance et d'évaluer au global la semaine avec ces paramètres-là et de dire, ben, tu vois, par exemple, dans ta séance, là, tu as fait un bloc qui était très difficile, tu as fait un bloc qui était très spécifique sur les doigts, c'est un type de prise qui met beaucoup de contraintes et on le sait sur les doigts. Et en plus de ça, tu as mis beaucoup d'essais. T'es allé jusqu'à l'épuisement, t'as mis beaucoup d'essais. Donc tu te retrouves dans une situation où t'as beaucoup de spécificité, donc la contrainte potentiellement est très localisée. C'est beaucoup d'intensité par rapport à ton niveau, donc t'es dans ton niveau max, dans le plus difficile que tu sais faire. Et en plus de ça, t'as mis beaucoup d'essais, donc tu te retrouves avec beaucoup de volume. Maintenant, si on prend un peu de recul et qu'on regarde à la semaine, par exemple, de dire, bon, en fait, tu fais tout le temps le même style de bloc, parce que bah, du coup, tu te sens fort dedans, c'est gratifiant pour toi, tu y prends du plaisir. Si tu vas dans des styles que tu n'as pas développé, tu te sens
pas bon et du coup, tu prends pas de plaisir, donc tu n'y vas pas. Donc, c'est-à-dire que tu fais tout le temps le même style de bloc. Je prends toujours l'exemple du bloc, mais ça s'adapte à absolument toutes les Oui, bien disciplines. sûr. Donc, tu te retrouves donc un petit peu tout le temps dans le même style. Mais du coup, là, ça veut dire que pareil, sur ta semaine, en fait, si tu as fait beaucoup de séances et qu'à chaque fois, c'était des séances d'intensité et qu'en plus de ça, c'était tout le temps le même style, bah, tu te retrouves aussi avec ces trois curseurs-là, en fait. Donc, du coup, de donner cette image et de dire, bah, en fait, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de au moins enlever un des curseurs? Bah, c'est par exemple de dire, bah, si tu veux faire une séance qui est plutôt longue, bah, dans ces cas-là, il faut pas qu'il y ait un curseur d'intensité trop élevé. Et à côté de ça, si tu veux faire quelque chose de très difficile, dans ces cas-là, il faut pas qu'il y ait un curseur de volume trop élevé parce que sinon, tu vas te retrouver à générer beaucoup de fatigue, à avoir un risque de blessure important parce que tu joues avec une contrainte qui va être très très importante. Mm. Et puis en plus de ça, bah, si ton objectif c'est de faire ce bloc, bah, en fait, tu as de moins en moins de chances de le réussir au fur et à mesure que tu t'épuises et que tu as de moins en moins ta capacité justement à recruter de la force. Donc en fait, essaye de définir un peu plus et de structurer ta pratique en disant, je vais définir des objectifs et je vais adapter ma pratique par rapport à ces objectifs. Tu vois, donc typiquement, si je veux aller dans mon niveau max, dans ces cas-là, ben, je vais plutôt faire peu d'essais, ménager des temps de repos assez longs, d'essayer d'être plutôt sur un niveau de forme qui soit bon le jour où je vais essayer de faire ça, de savoir que ça génère de la fatigue, donc de prévoir un repos qui va être cohérent après. Et comme ça, ben, je me donne les chances de réussir ce que je veux faire, mais je me mets pas en situation à risque, tu vois. Et Mm. si au contraire, moi, je veux travailler mon endurance, bah, de dire, il faut pas que l'intensité soit trop élevée parce que sinon, je serais pas capable de faire du volume. Donc du coup, je fais une intensité beaucoup moins élevée. Par contre, j'essaye de faire du volume, mais attention parce que ben faut pas que ce soit trop spécifique non plus, sinon pareil, ma contrainte localisée, elle va être très importante. Donc si je veux faire de l'endurance, je vais plutôt essayer de faire des styles diversifiés, comme ça je vais solliciter pas mal de choses, mais ma contrainte, elle va se répartir de manière peut-être plus homogène, tu vois. Ouais. Donc du coup, d'aborder un peu ce truc-là, de gérer la charge en fait, et de savoir aussi dans l'escalade quelles sont les choses qui peuvent aussi générer beaucoup de charge et à quel endroit. Et comme ça, bah, ils sont capables aussi un peu de s'auto-évaluer et de se dire, bon, c'est vrai que là, j'ai fait pas mal de choses qui sont contraignantes pour telle partie de mon corps. Peut-être qu'il faut que je varie un petit peu, tu vois. Ouais, c'est là où toi, avec ton expérience, tu as réussi à identifier justement telle pratique, et tes lectures aussi, hein, telle pratique, mais plutôt des contraintes-là, etc. Donc, aider les personnes à avoir C'est ça. cette connaissance là, dans l'éducation que tu leur proposes. Et puis l'éducation de la gestion de la charge. Et c'est sûr, c'est pas facile. Euh, c'est rigolo parce que moi, je me rappelle, je ne dirais pas combien d'années parce que ça pique. Mais j'avais fait une présentation à Poitiers là, sur la rééducation des tendons. Et, j'avais vraiment cette image-là aussi, de curseur, tu vois. Je me rappelle, j'avais mis une image de cockpit d'avion avec des trucs partout. Et en fait, ce truc de. Tu vois, il y avait un peu le truc de. Si tu veux progresser d'un côté, enfin, si à un moment tu sens que tu n'arrives plus à progresser, ben, pour arriver à progresser un curseur, faut peut-être que tu baisses les autres en fait. Ouais. Et après, tu pourras gentiment y remonter, etc. Ça veut pas dire que là, tu es déjà au max, mais voilà, temporairement, faut que tu baisses les autres, mais ça, c'est rigolo, Mm. ça rejoint ce que tu dis. Et, et c'est vrai que, ouais, tu vois, en tant que pratiquant, après, c'est important de comprendre ça. Et je pense que c'est important aussi pour nous de réaliser que c'est pas parce que la personne a compris que c'est forcément facile à appliquer non plus derrière. Ouais. Parce que tu vois, moi là, je suis sur un truc de. Bon, je vais raconter ma vie, mais c'est pas grave. Je suis un truc de me préparer sur un truc en vélo de route. Mais je m'y prends vraiment à l'avance, plusieurs mois à l'avance. Et là, le principe, c'est de faire vraiment de basse intensité longtemps. Mais vu que c'est basse intensité, t'as vraiment la crainte de régresser en fait. Tu vois, Ouais. la théorie, je la comprends, je la connais, etc. Mais même si je la connais, faire vraiment si peu d'intensité, même si je sais l'intérêt, et puis même, tu vois, c'est une période où j'ai l'impression de pas autant me défouler. Alors parfois, un des besoins que j'ai, c'est de me défouler aussi. Donc c'est des contraintes. Je pense que c'est important qu'on réalise ça. En fait, qu'ils peuvent vivre ça comme ça, parce qu'autrement, on risque de pas comprendre pourquoi ils se comportent comme ils peuvent se comporter, quoi. C'est clair, et puis je pense qu'il faut leur expliquer aussi la basse intensité, tous les intérêts que ça a, parce qu'en fait, la haute intensité, ça a énormément d'intérêts, mais la basse intensité, ça en a aussi. Ah bah oui, Et moi, ce que j'essaie de leur présenter, c'est de leur dire que déjà, c'est aussi ce qui te permet de récupérer
correctement en fait de tes séances de haute intensité. Donc si tu récupères correctement, ça veut dire que tu vas avoir aussi une meilleure qualité de séance d'intensité. C'est quand tu baisses l'intensité, ça te permet de travailler plein de choses que tu peux pas faire quand tu es à haute intensité, et notamment sur la gestuelle. Sur la gestuelle, sur la sensation, si tu as identifié justement, si on a identifié au bilan, parce que moi je regarde beaucoup les vidéos d'escalade de mes patients, c'est-à-dire que ils viennent avec une pathologie, je formule une hypothèse et j'essaye de voir s'il y a des facteurs favorisant à la surcharge. Donc typiquement, je vais essayer de regarder, est-ce qu'il y a des compensations? Est-ce que c'est des compensations qui font que la répartition de contraintes ne va pas être homogène? Est-ce que ça peut potentiellement créer une hypercontrainte à un endroit? Et est-ce que c'est cohérent avec la raison pour laquelle le patient vient me voir? Est-ce que dans cette compensation-là, c'est une petite compensation qui potentiellement peut peut-être ne pas changer drastiquement la répartition de la charge? Ou est-ce que c'est une compensation qui peut potentiellement vraiment modifier de manière importante cette répartition-là, et du coup, dans ces cas-là, ça pourrait être intéressant de le travailler, tu vois. Et donc du coup, moi, je travaille beaucoup avec ça, donc je leur fais faire des exercices, parce que si tu leur demandes de changer quelque chose, il faut aussi leur donner les moyens. Mm. Donc ça veut dire que je développe les capacités qui me paraissent être déficitaires et qui potentiellement participent au fait qu'ils aient été en situation de surcharge. Et après, je leur dis juste, bah, on travaille ces exercices, on développe de la ressource. Maintenant, il faut travailler le transfert de ces ressources dans ta manière de grimper. Donc, typiquement, si par exemple, j'ai déterminé qu'en fait, il n'y avait pas des bons ratios en termes de rotateurs sur les épaules et qu'ils se retrouvent à être tout le temps, justement, en rotation interne parce que leurs rotateurs externes ne sont pas suffisamment forts, qu'ils n'ont pas l'habitude de les utiliser, qu'ils n'arrivent pas à les activer dans cette position-là. On Oui, va travailler sur une situation beaucoup moins complexe que l'escalade, mais qui rappelle une situation qu'on essaye d'isoler. Et après, l'idée, c'est que quand ils ont développé des capacités sur cet exercice, l'objectif, c'est qu'ils le transfèrent sur le mur. bien sûr. Et donc, ça veut dire que petit à petit, non pas qu'il y ait une bonne gestuelle, une mauvaise gestuelle, mais en tout cas qu'ils soient les plus polyvalents possibles. Et que s'ils se retrouvent à faire quelque chose, que ce soit quelque chose qu'ils font parce que c'est pertinent pour le bloc ou parce que c'est nécessaire, et pas parce qu'ils savent pas faire autrement. Oui, Et qu'ils se retrouvent pas avec un motif récurrent qui fait qu'ils font tout le temps de la même façon et que du coup, ben, le critère de spécificité augmente parce qu'ils se retrouvent toujours dans les mêmes amplitudes, avec les mêmes compensations, etc. Et donc, pour en revenir à la basse intensité, moi, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant pour ça, en fait. Parce que quand tu es dans la haute intensité, t'as pas la capacité attentionnelle de te poser des questions aussi sur ce que tu fais, pour essayer des mouvements différents, pour essayer des choses différentes. Et d'ailleurs, ce serait même dangereux parce qu'en fait, si tu es dans ton niveau le plus élevé et que tu fais un changement qui change drastiquement la répartition de contraintes, qui est complètement différent de ce que tu as l'habitude de faire, bah, tu prends le risque aussi de pas du tout être adapté à cette oui, manière de faire, je comprends, et oui. qu'il y a un autre facteur limitant que t'es pas anticipé et qu'en fait tu te fasses mal ailleurs. Mm. Donc la basse intensité, pour la récupération, je trouve ça extraordinaire. Et pour travailler la gestuelle, pour travailler les sensations, pour améliorer sa perception, son positionnement, ses sensations, je trouve ça aussi très très intéressant. Donc en fait, si je veux les convaincre, parce que je peux pas les obliger, il faut que je Oui, les oui, convainque, si je veux essayer de les convaincre et de leur montrer les avantages de la basse intensité, en général, je m'appuie beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, si tu récupères mieux, tu seras capable aussi d'avoir des meilleures qualités dans tes séances d'intensité. Et à côté de ça, ben, si tu veux travailler ta manière en fait de grimper, améliorer ta gestuelle, améliorer ta technique, ben, en fait, ça va être ce moment-là privilégié qui va être le plus intéressant. ouais. Et d'ailleurs, en profil de patients qui se blessent, ceux qui ont une bonne condition physique, on a vu qu'ils progressaient assez rapidement et qui du coup ils se retrouvent exposés à des contraintes que par contre ils n'ont pas du tout travaillé jusque-là. Mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est que quand tu as de la force, bah en fait, t'as pas besoin de compenser avec de la technique. Donc du coup, t'es pas forcément dans une recherche d'optimisation. Donc ça veut dire que tu vas développer beaucoup de force, tu vas pas t'économiser du tout, donc tu vas avoir un niveau de contrainte plus élevé. Au début, ça va pas poser problème parce que tu auras une marge par rapport à ta limite de tolérance, mais plus tu vas monter dans les niveaux, plus ça va poser problème si tu n'optimises pas les contraintes parce que tu vas te retrouver à avoir encore plus de contraintes que si tu avais optimisé de par la technique, de par le placement, de par la Ouais. gestuelle. Et donc tu te retrouves finalement à tout passer en force et à avoir beaucoup moins de marge aussi par rapport à ta limite de tolérance. Et ben, le problème, c'est quand tu dépasses cette limite de tolérance. Ouais, ça met plus de contraintes sur tes tissus que si tu avais une meilleure technique, en fait, c'est ça. Ah, et la technique, c'est hyper, hyper important. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit évoquer aussi quand on a des patients, justement, qui viennent pour des blessures au doigt. Quand on a identifié qu'ils ont un petit peu cette démarche-là de pas forcément essayer d'optimiser leur manière de faire et de pas forcément être dans l'amélioration de leur technique, moi, je trouve que c'est un outil qu'on peut utiliser aussi pour diminuer cette contrainte globale
et rester en dessous de son seuil de tolérance, en fait. De pas aller au seuil de rupture. Comment tu fais là, dans ces cas-là? Tu fais appel aux entraîneurs? Tu vois, si un patient vient au cabinet et puis qu'on en arrive à la conclusion que s'il améliorait sa technique, ça pourrait être enfin, un bénéfice pour lui. Donc toi, tu as les notions, tu vas pouvoir, j'imagine, le faire travailler sur la technique. D'où l'intérêt de parfois de connaître le sport. Oui, oui, enfin, pareil, je suis désolé, je me reprojette en pouvoir quand je bossais en foot, j'aurais pas pu faire Ouais. ce que j'ai fait si j'avais pas joué au foot avant. Mais tu vois, si toi tu connais pas la discipline, en fait, comment tu fais? Tu demandes au patient bah, ce qu'il connaît lui, tu lui demandes de s'appuyer sur des entraîneurs, enfin, tout le monde n'a pas d'entraîneur, j'imagine, au niveau récréatif. Comment ils font? Non, mais en fait, si toi, déjà, tu as identifié les mouvements que tu as envie de travailler avec ton patient, du coup, tu lui donnes des exercices et tu lui donnes des choses à faire par rapport à ces mouvements-là spécifiques, parce que tu as analysé que par rapport à son épaule, c'est cohérent avec ses symptômes, ou par rapport avec ses doigts, c'est cohérent avec ses symptômes. Moi, j'utilise beaucoup la vidéo, donc je leur demande justement d'essayer sur de la basse intensité ou sur leur échauffement, d'essayer de travailler cette gestuelle qu'on a travaillée dans leurs exercices, donc qui est familière et qui se corrigent aussi sur leurs vidéos et qui essaient de s'auto-analyser, d'essayer de corréler un petit peu leurs sensations par rapport à ce qui se passe vraiment, parce que parfois, en fait, comme dans n'importe quel sport, toi, tu as l'impression de faire quelque chose et finalement, quand tu prends du recul et que tu as un feedback externe, tu te rends compte que finalement, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Ouais, Et plus tu vas avoir ce recul et plus tu vas faire ces allers-retours, plus tu vas être capable, en fait, d'être fin dans ton analyse de toi-même et d'être au plus proche, en fait, de ce qui se passe réellement. Mais après, sur la technique globale, bah, en fait, c'est juste de les sensibiliser à ça. Et puis après, bah, il y a du contenu en ligne, il y a ouais, des coachs aussi qui s'occupent de grimpeurs récréatifs. En fait, c'est juste de leur donner des outils et après, il y a des choses effectivement qui vont explorer eux et qui, moi, vont sortir de mon champ de compétences. Tu vois, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir donner des choses techniques sur certains mouvements que je connais qui sont en lien avec la pathologie, qui entrent dans mon raisonnement. Mais par contre, je peux pas leur donner des cours d'escalade et c'est pas mon rôle en fait. Donc j'ai pas les compétences, j'ai pas l'expertise et c'est pas ce qu'on attend de moi. Mais par contre, je peux quand même leur dire, bah voilà, dans cette recherche-là de progression, je pense que la recherche de progression ne passe pas que par la force, mais aussi par la technique. bien sûr. C'est-à-dire, tu essayes de développer plein de choses, tu consacres du temps à plein de choses parce que ton objectif c'est de progresser. Essaye de consacrer aussi de l'énergie à améliorer ta technique. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, ça a du sens. Comme moi, en ce moment, je suis un peu sensibilisé à la préparation mentale parce que je suis en train de faire un DU dessus. Mais tu vois, je suis pas préparateur mental. Enfin, je j'ai pas d'expertise, j'ai pas d'expérience, etc. Mais par contre, bah, je pourrais me retrouver à dire à une personne, écoute, là, en fait, par rapport à là où tu en es, un des facteurs de progression que tu n'as peut-être pas exploré, bah, c'est la dimension mentale. Il y a des habiletés mentales que tu peux travailler, il y a des personnes qui peuvent t'accompagner là-dedans. Mm. Tu peux aller voir du contenu sur Internet, ça peut être utile hein, d'avoir deux, trois contenus qu'on connaît aussi pour pas qu'ils partent dans tous les sens. Et avec le réseau qu'on a, bah, on peut facilement se faire conseiller, je pense. Et ouais, ok, ça me permet de faire le parallèle. Ça marche. Ouais, tu vois, je fais le parallèle peut-être avec le médecin généraliste, par exemple, qui doit avoir des connaissances un petit peu éparses, mais Ouais, pas approfondies sur les spécialités, mais qui doit être capable, en fait, d'envoyer le patient vers les bonnes personnes et d'être capable de reconnaître certains signes ouais, pour pouvoir quand même poser la question d'eux et demander à quelqu'un qui a les compétences d'y répondre. J'ai bien sûr. l'impression que, tu vois, on a un peu ce rôle-là aussi de présenter un peu toutes les options aux patients et de pouvoir l'orienter vers quelque chose qui nous paraît pertinent. Et après, c'est la personne spécialisée en question qui va voir ce qu'elle peut effectivement apporter ou pas, si c'est pertinent ou pas, Bien je sûr. trouve. Ouais, ouais, bien sûr. Bon, enfin, ça, on trouve assez facilement aussi dans des situations où il y a des facteurs psychologiques très, très présents, très importants, où effectivement de conseiller à un patient de l'aide de la part d'une psychologue, d'un psychologue, ça peut être adapté, enfin, ça rejoint tout ça, ouais. Ok, Et tu vois, par exemple, par rapport au travail de coach, moi, en fait, si je suis amenée à travailler avec des patients qui ont un coach, qui soit en récréatif ou qui soit dans une situation de compétition et de carrière athlétique, en fait, il y a toujours un moment où, dans le soin, au départ, c'est moi qui vais prendre les décisions et qui va avoir la dominante sur ce que le patient, en fait, va faire. Et puis, petit à petit, moi, je vais m'effacer de plus en plus. Et le coach, lui, va intervenir de plus en plus jusqu'au moment où, en fait, c'est lui qui va reprendre la réathlétisation quand nous, on aura
atteint nos objectifs en rééducation, qu'on aura commencé justement cette phase de réathlétisation, qu'on verra que ça se passe bien et qu'on aura atteint les seuils qu'on s'était fixés. Après, c'est une expertise à part entière que de faire du coaching et que d'amener un athlète en compétition en développant ses capacités physiques de la manière la plus optimale possible. L'idée, c'est qu'à un moment donné, moi, je passe le relais et il y a toujours une phase un petit peu floue où on est un peu tous les deux, en fait, en collaboration pour essayer justement de réfléchir et de mettre nos connaissances ensemble. Et puis à un moment donné, ça va être son expertise à lui. Bien sûr, oui, bien sûr. Et après, il y a la notion de... Après, tu vois, c'est marrant parce que pour toi, je sais pas trop par rapport à ce qu'on a dit là, mais tu vois, toujours pareil, on se projette par rapport à ce qu'on connaît, mais euh, moi, quand je bossais dans le foot, en fait, dans mon club, c'était les kinés qui faisaient leur mise en forme sur le terrain. Donc en fait, nous, on les remettait sur le terrain, on leur refaisait de la prépa physique s'il y avait besoin, s'ils étaient arrêtés depuis trop longtemps, etc. Et à partir du moment où ils repartaient à l'entraînement, ils étaient plus en soins. Il y avait quand même une scission assez nette de... en gros, t'es plus blessé. Tu Mm. vois, cet aspect un peu psychologique de plus surveiller, etc., en faisant en sorte, mais c'est différent, je pense, pour toi par rapport à ce que tu as dit, parce que nous, on faisait en sorte de faire une séance qui était. Enfin, la dernière séance test avec nous, elle était tellement dure que, en fait, quand on disait aux joueurs, ils disaient est-ce que je peux reprendre? On dit bah, qu'est-ce que t'en penses? Et, en général, c'est bah, de toute façon, vous êtes des malades, on fait jamais des trucs aussi durs, même en match. Donc, en gros, tu vois, t'enlevais tous les doutes possibles, quoi. On se mettait en duel, on les rinçait, on rentrait dedans, même physiquement. Enfin, tu as vraiment des trucs. Et tu virais tous les doutes. Mais en fait, par rapport à ce que tu as dit depuis, enfin, tout à l'heure, euh, je me dis que bah, il y a peut-être un intérêt quand même à garder un doute, de surveiller certaines choses, notamment par rapport à l'importance de s'échauffer, etc. Ou de. Tu vois, donc je me dis que c'est peut-être un peu différent en fait. Bah après, je pense que c'est un choix personnel et un choix aussi des coachs avec qui je travaille. Mais effectivement, c'est un petit peu plus nuancé dans le sens où je pense que comme toi, c'est important en fait de les emmener suffisamment loin pour qu'ils aient une marge par rapport à leur activité. Parce que s'ils sont capables de faire juste ce qu'ils font en compétition, le jour où il y a un petit truc en plus, en fait, Ouais. eh ben, ils se retrouvent dans une incapacité à s'adapter. Donc en fait, on va aller chercher beaucoup plus loin pour créer cette marge-là et pour qu'ils soient pas à risque de blessure. Mais avec les coachs avec qui j'ai la chance de travailler, en fait, c'est un petit peu plus nuancé dans le sens où cette transition se fait de manière plus douce. Et en fait, il y a plein d'athlètes, mais là, je le fais pas avec les patients, je le fais vraiment avec les athlètes. Ouais. Il y a plein d'athlètes en fait que je continue à suivre un petit peu, mais avec un objectif de prévention Oui, et où je les vois beaucoup moins. Mais par contre, en fait, on a ce truc avec le coach que moi j'ai quand même un peu un suivi qui peut être plus ou moins distant en fonction des périodes de compétition, parce que typiquement, en fait, quand on arrive vraiment dans la période de compétition, c'est plus le moment de travailler des choses, c'est plus le moment de développer des ressources, c'est plus le moment de donner des choses qui pourraient potentiellement générer de la fatigue. Donc, à part s'il y a un bobo ou s'il y a un problème, dans ces cas-là, j'interviens immédiatement. Mais ouais, sinon, il n'y a pas de traitement de fond qui est en cours. C'est plus le moment, en fait. Mais dans l'idée, quand on est dans cette période qui est un petit peu à distance des compétitions et où on fait un travail de fond, on a quand même cet échange par rapport à certains athlètes pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de récurrence et pour faire en sorte d'optimiser en fait leur entraînement et de faire en sorte que cet entraînement-là, à haute intensité, soit bien toléré et qu'on soit très réactif sur le fait que parfois, si on a des signes qui laissent à penser que là, il commence à être un petit peu en surcharge ou qu'il y a quelque chose qui potentiellement pourrait, à un moment donné, perturber la progression dans l'entraînement, et ben que moi, je sois suffisamment réactive aussi pour faire ce travail-là, ouais. pour évaluer et pour mettre des choses en place complémentaires pour que justement la gestion de la charge se fasse bien, qu'il n'y ait pas de pathologie qui commence à se mettre en place à ce moment-là, etc. Ouais, oui, bien sûr. Ouais, donc tout ça, ça joue en fonction des différents contextes et carrément. Ok. Ok, bah écoute, vraiment intéressant. Donc là, si je reviens par rapport à ces attentes fréquentes, vraiment le truc que tu as évoqué le plus, c'est la rupture de la poulie, si j'ai bien compris. Mhm. Et, une personne qui se présente au cabinet avec ça, le diagnostic, il est évident, il est facile, ou il y a parfois des erreurs diagnostiques ou des... Enfin, tu vois, je sais pas. Alors en fait, le diagnostic, si on veut une réponse claire, si on a suffisamment de signes évocateurs d'une lésion, dans ces cas-là, on fait une échographie et l'échographie en fait est suffisamment claire pour donner une réponse. En fait, l'idée c'est que quand on envoie la personne vers l'échographie, ça veut dire qu'on a suffisamment de signes évocateurs qui laissent à penser qu'il y a eu un incident ou qu'il y a eu une rupture. Et dans ces cas-là, en fait, ce qu'on va tester sur l'écho, c'est sa fonction.
à cette poulie. C'est-à-dire qu'on va regarder déjà au repos, on va regarder si le tendon est décollé de l'os ou pas, parce que le rôle de la poulie, c'est de maintenir le tendon. Et Mm. après, on va faire une flexion contrariée et on va regarder si le tendon se décolle encore plus. Et si c'est le cas, bah, ça nous donne l'information que la fonction, en fait, n'est plus remplie par la poulie et donc là, qu'on est dans une situation de rupture. Et en fonction du délai auquel on est, on a plus ou moins de capacité de récupération, de cicatrisation, je veux dire. Et en fonction aussi de la qualité de l'échographie, on va être capable de voir si jamais il y a effectivement rupture, on va être capable de voir les deux moignons de la poulie et de voir si on est dans une situation où potentiellement ça peut se ressouder ou si au contraire on a la situation qui arrive où tu as un bout de poulie en dessous du tendon, un bout de poulie au-dessus. Et dans ces cas-là, on sait qu'il y a une capacité de cicatrisation qui va être plutôt faible. Ouais. Et dans ces cas-là, on prend des décisions en conséquence. Mais dans l'idée, en fait, parfois, il y a des patients qui arrivent avec des douleurs au niveau de la poulie, et où en fait, c'est pas si simple que ça de déterminer si effectivement il y a une lésion ou pas. Et je vais prendre deux cas extrêmes. Moi, j'ai déjà eu des patients qui arrivaient et qui me disaient, mais en fait, j'ai entendu un clac, parce que parfois ça fait des claques, parfois ça n'en fait pas. Mais là, en l'occurrence, des patients qui viennent et qui me disent, bah, en fait, il y a eu un événement que j'ai été capable d'identifier, je sais que c'est là que je me suis fait mal. J'ai entendu un clac. Mais après, ça m'a pas forcément empêché de grimper. J'ai pas eu une douleur si élevée que ça, qui ont pas forcément des signes locaux très évidents, pas beaucoup de gonflement, pas beaucoup de perte d'amplitude. Et donc, du coup, pour ces patients-là, si je les teste, moi, ce que je fais, c'est que je les teste au dynamo, donc je regarde leur tolérance à la charge. Et si tu les testes, tu vois qu'en fait, il faut quand même mettre de la charge avant de commencer à avoir des symptômes. Mm. Donc, tu vois, là, cette situation-là, si je la prends et qu'il n'y a pas eu le claque et qu'il n'y a pas eu un événement identifié, moi j'aurais tendance à me dire que c'est plutôt une inflammation et que j'ai pas des critères qui sont si évocateurs que ça d'une rupture. Mais comme il y a eu le claque et qu'il y a eu un incident, quelque chose, en général je fais passer une écho et il y a eu plein de fois où j'ai eu des patients qui étaient très peu symptomatiques et qui pour autant avaient une rupture complète. Et à D'accord. côté de ça, j'ai parfois des patients qui arrivent et qui sont très douloureux, qui ont une tolérance à la charge qui est très faible, donc qui ont tous les signes, c'est-à-dire la palpation est douloureuse, il y a un peu de perte d'amplitude, ça suggère qu'il y a un petit peu d'inflammation, qu'il y a un petit peu d'œdème. Ils ont mal sur les préhensions classiques, ils ont plus mal dans la préhension la plus contraignante. Donc tout va dans le même sens. Je teste la tolérance à la charge, en fait, ils appuient très peu et ils ont tout de suite mal. Et parfois, en fait, c'est de l'inflammation et c'est pas rompu. Bien sûr. Et typiquement, les grimpeurs qui ont commencé depuis longtemps, ils peuvent être sujets parfois à des symptômes comme ça, sans avoir forcément de rupture derrière. D'accord. Ok. Bah, tu vois, j'allais te demander quels sont les signes évocateurs, mais en fait, là, tu viens de les donner. Et en fait, ce que tu dis, c'est qu'ils sont pas, ils sont pas forcément toujours suffisants et que, ouais, une écho, ça peut souvent être utile quand même pour faire la distinction. Notamment pour voir si on n'a pas une lésion qui ne. Bah, ce que j'ai compris, c'est que en fait, il s'en sortirait pas avec un traitement conservateur. Si jamais il y a les deux moignons de la poulie. Alors, c'est à nuancer parce qu'en fait, on se rend compte qu'on opère de moins en moins. Donc, en fait, ce qui se Ok. passe, c'est que on regarde s'il y a un potentiel de cicatrisation parce que si c'est le cas, on va respecter des délais théoriques et on va être prudent pour faciliter cette cicatrisation parce qu'on veut essayer quand même de retrouver quelque chose qui soit proche de ce que c'était avant et d'avoir une intégrité structurelle. Ouais. Par contre, si on voit qu'il y a des faibles capacités de récupération et de cicatrisation, ben, dans ces cas-là, on fait quand même le traitement conservateur. Et si on voit que ça n'a pas cicatrisé, il faut savoir qu'en fait, il y a plein de patients qui retrouvent en fait leur niveau et qui retrouvent une très bonne fonction au niveau de la main avec une poulie en moins. Et en Ouais. fait, les patients qui vont être candidats pour la chirurgie, c'est des patients qui vont être soit athlètes, donc qui du coup vont avoir un volume d'entraînement très important, une charge très importante, un niveau très élevé. Donc on sait qu'en fait là, potentiellement, la question qu'on se pose, c'est s'il y a une poulie en moins, est-ce que ça répartit pas la contrainte différemment? Est-ce que ça risque pas de surcharger les autres? Et en plus de ça, s'il y a une poulie en moins, ça peut avoir un petit peu d'incidence sur l'amplitude et sur la force. Mais a priori, là où il y a vraiment l'incidence, c'est quand il y en a plusieurs de poulies lésées. Donc en gros, on différencie deux grands cas de figure. La personne athlète ou récréatif ou peu importe qui a plusieurs lésions de poulie, cette personne-là est une candidate pour l'opération parce qu'en fait la fonction est trop altérée et donc ça va poser trop de problèmes fonctionnels et là le pronostic n'est pas bon. Maintenant, s'il y a juste une poulie lésée, isolée, la catégorie de patients qui va bénéficier de l'opération, ça va être les athlètes, les personnes qui ont un niveau élevé, les personnes qui ont un volume d'escalade important et les personnes dont c'est le métier, donc typiquement les ouvreurs.
par exemple, parce que eux, ben, c'est leur métier, donc ils vont grimper beaucoup, beaucoup, ils vont être sur des métiers très manuels. Mais Ok. par contre, le grimpeur récréatif qui n'a pas ces critères-là, en fait, on se rend compte qu'il y a des résultats qui sont très bons, même sans opération. Donc, on essaye de favoriser la cicatrisation si elle n'a pas eu lieu. C'est juste que dans les délais, en fait, on va pas respecter les mêmes choses et qu'on va être vraiment plus sur une analyse symptomatique et qu'on va voir en fonction de sa tolérance à la charge et qu'on va le faire une exposition graduelle, mais sans forcément respecter des temps définis, mais plus par rapport aux patients qu'on a en face de nous et si c'est, est-ce que c'est réactif, est-ce que c'est irritable, ou est-ce que c'est plutôt mécanique? Si c'est mécanique, est-ce que ça a une bonne tolérance à la charge ou pas? Ok. Ouais, super. Merci. Très clair. C'est encore une fois, tu vois, ça m'évoque des questionnements que j'ai eu avec des personnes. Tu vois, cette notion de facteur limitant, en fait, qui va dépendre du niveau qu'on veut atteindre, parce que parfois tu te retrouves avec des gens qui vont, je sais pas moi, commencer à développer des douleurs de genoux. Et, euh, et en fait, tu vois, enfin, oui, il y a le dosage, mais tu dis, même parfois en essayant de bien doser, il y a des caps qu'ils n'arrivent pas à franchir. Tu vois, même en essayant de l'accompagner, etc. Et puis tu t'aperçois que, alors bon, après, avec l'habitude, enfin, tu poses des questions avant, mais moi j'ai des patients où j'ai appris, enfin, qui m'ont appris ça, c'est, tu t'aperçois que si tu testes, je sais pas, la force, moi j'ai eu parfois une patiente, je me rappelle d'une patiente qui avait des douleurs de genoux qui faisaient de la course à pied, et en fait, il y a vraiment un cap, on n'arrivait pas à passer. J'ai essayé de faire du renforcement avec des fentes avant, mais tu vois, en dosant vraiment tout, comme tu dis, les curseurs, là, moi je jouais sur l'amplitude, le nombre de répètes, la charge, la vitesse, etc. Et il y a vraiment un cap qu'on n'arrivait pas à passer. Et puis un beau jour, je suis allé tester ces fléchisseurs plantaires, bah, il n'y avait pas de problème. Par contre, ces fléchisseurs dorsaux, il y avait une différence énorme. Et, euh, et du coup, ben, on a renforcé les fissures dorsaux. Tu vois, j'avais l'habitude des fissures plantaires, des stabilisateurs de hanche, etc. Et il n'y avait pas de problème. Par contre, fissures dorsaux, une grosse différence. Mhm. Et du coup, à poser la question de ah ben oui, j'avais fait une entorse de cheville il y a plusieurs années, j'avais été immobilisé, mais j'ai jamais fait une réduc vraiment forte, tu vois. Et en fait, tant qu'elle était restée à un certain niveau, ce déficit qu'elle avait depuis ne lui posait pas de problème parce que enfin, ses tissus étaient en capacité de s'adapter à ce niveau-là. Mais là, elle essayait de franchir les caps et du coup, elle se faisait rattraper par ça. Et en fait, le truc, c'est que en franchissant ces caps-là, ça ne lui permettait pas de renforcer cette zone-là alors qu'elle était limitante. Et au Mhm. contraire, ça explosait au problème. Et le jour où on a commencé à renforcer les fissures dorsaux, ben, en parallèle, ça a débloqué sa progression sur les fentes, et en parallèle, ça a débloqué sa progression sur la course à pied, le fait de ne plus avoir mal. Et vraiment, ce truc de. Tu vois, parfois, on se dit. Enfin, moi, ça m'a même à me poser des questions parce que je me dis, ben, en fait, autant on pourrait se dire, les patients, il faudrait dépister toutes leurs faiblesses et tout renforcer pour être sûr, autant, en fait, c'est pas forcément parce que tu as des patients, ils n'ont pas besoin d'atteindre certains niveaux, et tu en as certains avec certains niveaux de déficit. En fait, ils vont largement faire avec ce qu'ils ont et ça leur posera jamais de problème. Et du coup, je pense que c'est intéressant d'être au clair avec ça et d'arriver à voir comment on peut être au clair avec les patients. Parce que ça rejoint aussi, tu vois, un dernier truc et après je te redonne la parole, mais ça rejoint ce truc de, quand on a un patient, si on va loin, on va identifier plein de déficits. Et parfois, le problème, c'est que de souligner ça au patient, ça va lui donner l'impression que s'il met pas tout à fond, en fait, il y aura toujours un problème. Donc, voilà, d'arriver à Ouais. jongler là-dessus en disant, écoutez, en fait, la bonne nouvelle, c'est que ils vous demandent pas grand-chose pour que ça se passe bien. Et on a plein de zones où on peut progresser. Et il suffit que vous progressez dans une ou deux pour que ça suffise pour vous. On n'a pas besoin de tout mettre à fond. Voilà, faut faire gaffe avec le perfectionniste, autrement ça peut nous mettre dedans. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Mais j'ai un petit peu le même ressenti que toi et en fait, je vais faire le parallèle avec l'escalade. C'est qu'en fait, des fois, j'ai des patients à qui j'explique justement que donc on a établi pourquoi il était en surcharge et c'était plutôt sur sa manière de pratiquer. On a établi que donc la première structure qui avait été limitante, donc c'était cette structure-là. Et si je prends l'exemple de l'épaule par exemple. Et Ouais. en fait, de dire, ben, là, toi, il y avait une question aussi de ratio musculaire, notamment entre les rotateurs externes-internes et de dire, mais en fait, donc dans ta manière de grimper, donc tu compenses ce déficit-là.
Quand tu étais dans des niveaux plus faibles, ça te posait pas de problème parce que tu avais de la marge en fait. Mais à partir du moment où tu commences à aller dans l'intensité, ça veut dire aussi par définition que tu as de moins en moins de marge parce que tu es dans la performance. Donc tu es à chaque fois en fait à la limite de ce que tu peux faire et tu essaies de repousser cette limite-là en fait. Et de dire, ben là maintenant, ces critères-là, enfin ces paramètres-là, ils vont avoir des conséquences et qu'en fait c'est pour ça aussi que plus tu vas aller dans l'intensité, plus il va falloir être rigoureux et que ces compensations-là, peut-être dans les niveaux d'avant, ben, on les voit mais potentiellement peut-être que ça élève pas tant que ça ton risque de blessure. Par contre, là, dans ton niveau, ça élève ce niveau de ce risque de blessure de manière trop importante. Et de dire, bah, en fait, là, tu ne renforces pas cette partie-là parce que tu t'es habitué à grimper sans, en fait. Donc du coup, c'est pas en grimpant plus que tu vas te les renforcer plus, c'est en justement en essayant déjà de trouver une situation moins complexe, de trouver un moyen de les renforcer et puis après de les intégrer. Oui, oui. Et j'ai un autre exemple aussi où moi je m'étais retrouvée en difficulté avec certains patients où en fait il y avait des douleurs articulaires et j'avais identifié en fait que qu'ils avaient en fait dans leur manière de tenir les prises en fait comme ils avaient des défauts au niveau des stabilisateurs des doigts donc sur les muscles intrinsèques ils avaient certains doigts qui partaient en rotation tout le temps de la même manière du coup ça créait un motif récurrent et ça faisait que quand ils tenaient des prises en fait ils se mettaient en bâillement au niveau de l'articulation et que potentiellement moi mon hypothèse c'était que justement ça augmentait de beaucoup la charge. Et en fait, on avait travaillé sur tout le côté structurer son activité, avoir des bons échauffements, bien gérer sa charge, bien gérer sa récupération. Et j'avais des patients qui me disaient, bah, en fait, là, je fais tout bien et pour autant, j'ai encore mal, en fait, Mm. et je me refais mal hyper facilement. Alors que je mets en place tout ce que tu m'as dit, en fait. Et du coup, avec ces patients-là, j'ai compris que, bah, en tout cas, j'ai fait cette hypothèse-là et enfin j'ai pu réussir à avancer derrière. C'est que de dire, ben, ce facteur-là de les doigts qui se mettent tout le temps en rotation de la même façon, c'était un facteur favorisant qui faisait qu'en fait, quoi qu'ils fassent, la contrainte était quand même assez rapidement trop élevée et qu'ils étaient tout le temps à la marge et que en fait, c'était hyper facile pour eux de se retrouver en situation de surcharge, malgré le fait qu'ils avaient géré la charge du mieux possible. Et du Ouais. coup, à partir du moment où j'ai commencé à essayer de travailler avec eux en disant, bah, en fait, là, toute cette partie que je t'avais demandé de travailler, où dans tes échauffements, tu essaies de serrer les doigts entre eux, tu essaies d'activer ces muscles-là, qu'on avait renforcés au préalable, hein, parce que si tu leur demandes de changer quelque chose, il faut que tu leur donnes aussi la ressource. Tu vois, Bah typiquement, oui. si tu demandes à quelqu'un qui n'utilise pas ses rotateurs externes de les utiliser sur le mur, mais qu'en fait il a zéro force, qu'il ne les sent pas, qu'il n'est pas capable de les activer, bon, les résultats risquent d'être plutôt très mauvais. Et donc du coup là je leur disais mais en fait là tu vois je vais te demander d'essayer d'intégrer ça le plus possible, de te concentrer dessus, d'essayer du coup de les serrer les uns contre les autres, d'activer ces muscles-là et de le faire le plus souvent possible et pendant ton échauffement et le plus loin dans ton niveau jusqu'au moment où bah, ça devient trop difficile et que tu n'es plus capable de le faire. Mm. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à vraiment avoir une amélioration sur certains de ces patients-là avec qui j'étais en échec. Parce que, bah, en fait, ce facteur-là, ce positionnement, ce défaut, bah, en fait, tant que c'était là, ils se retrouvaient beaucoup, beaucoup plus susceptibles d'être en surcharge à chaque fois. Et s'ils étaient dans cette recherche d'intensité et de recherche de progression, c'était toujours le facteur limitant. Ouais, c'est ça. En fait, tu leur redonnes de la variabilité. En fait, ils ont plus assez de variabilité, ils sont obligés de solliciter toujours les mêmes zones. Et en fait, C'est ça, ça. c'est un truc qui est fou où tu te dis, tu vois, c'est des choses où tu vas te retrouver avec une personne qui a une douleur sur un membrane, alors que sa faiblesse est de l'autre côté. Et, et tu te dis, mais comment ça se fait que le corps il finit pas par se dire, j'arrête de charger comme ça, mais c'est comme si le cerveau il était tellement branché dans cette zone-là, il a fallu la protéger à un moment. Je vais continuer à la protéger, Ouais, même si ça commence à poser des problèmes ailleurs. Tant pis, je garde ce schéma-là et j'arrive pas à en sortir. Et il y a le sentiment de tant que t'as pas fait un truc, solliciter la zone qui protège de façon assez précise, spécifique, tu vois, à faire des choses en isolation, quoi, pas un truc global, ouais, etc. Tant que t'as pas fait le truc spécifique qui va non seulement donner les capacités tissulaires, mais aussi donner la preuve à ton cerveau que ce truc-là, même quand ça travaille dur, tout va bien, eh ben, il va pas oser s'en servir, quoi. Et donc, du coup, cette variabilité, il va jamais y aller, en fait. Il va toujours rester dans le schéma que j'ai ouais, gardé. Et comme c'est un schéma que j'ai mis en place parce qu'il y a des symptômes, ben, quand il y a des symptômes, je continue d'être là-dedans, même si c'est défavorable, quoi. ouais. C'est ouais, bah, super, super intéressant, ouais. Ouais, c'est clair. Et par contre, la seule chose, je pense qu'il faut qu'on fasse attention, nous, en tant que thérapeute, c'est que quand on essaie justement de trouver des compensations et d'essayer de les corriger,
de dire, bah, en fait, c'est pas la compensation en soi le problème, c'est le fait que tu te retrouves à faire tout le temps la même chose, en fait. Et de Clairement. leur dire, je suis pas en train de te dire qu'il faudra que tu sois parfaitement positionné en permanence, je suis pas en train de te dire que tes doigts devront être toujours alignés parfaitement, parce que c'est pas la réalité du sport et que c'est pas Mm. fonctionnel. Et qu'en fait, l'escalade, c'est un sport où il y a des rotations dans les doigts et c'est pertinent et c'est fonctionnel et c'est utile. Mais par contre, de dire, en fait, là, ce qui pose problème, c'est qu'il y a un motif récurrent. Il y a un truc que tu fais tout le temps alors que c'est pas nécessaire, que c'est pas pertinent, que c'est pas adapté et tu n'es pas capable de faire autrement. Donc de dire maintenant la rééducation, moi je te donne des outils pour que ce soit effectivement le plus diversifié possible, que tu sois polyvalent et que si tu choisis de faire quelque chose, c'est parce que c'est nécessaire et que c'est utile et pas parce que tu sais pas faire autrement. Ouais, c'est vrai. Et de dire, là, on est dans une phase où je suis en train d'essayer de te faire apprendre quelque chose. Donc ça veut dire que là, oui, il va falloir être un peu concentré dessus et d'essayer vraiment de le faire le plus possible, plus possible, plus possible. Mais après, de bien leur expliquer que ça va se nuancer par la suite, de dire, là, je te demande de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps ça, parce qu'il faut que tu l'apprennes, faut que tu l'intègres, faut que ça devienne facile, faut que ça devienne automatique. Et puis après, tu vas pouvoir prendre à nouveau du recul. Ce sera quelque chose qui sera facile à utiliser, que tu vas entretenir parce que bah, tu auras appris à l'utiliser. Donc, si tu continues à l'utiliser, ça va s'entretenir. Et après, ça va se nuancer beaucoup plus. Et l'objectif, c'est pas non plus d'être psychorigide et de faire attention à tout en permanence. Parce que, bah, en fait, Mm, tu vas mm. pas non plus à l'escalade pour être concentré sur toi et sur toutes les positions de toutes tes articulations. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a un moment donné où c'est quand même intéressant parfois de faire certaines choses en isolation et d'essayer de corriger les compensations quand dans notre hypothèse, ça laisse à penser que ça a un rôle à jouer dans la répartition de contraintes. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment pas dire ce que tu fais, il faut pas le faire. C'est plus, en fait, tu fais toujours la même chose. Et moi, il faut que je te donne la possibilité de faire des choses variées. En fait, que tu aies un choix, tu aies une variabilité Ouais. pour pouvoir solliciter des contraintes différemment. Tu vois, moi, un des trucs qui m'avait appris ça, c'était un cours avec la clinique du coureur où ils avaient parlé sur des ultras, des ultra trails où il y avait des personnes qui avaient évalué la foulée des personnes, des participants, on va dire. Et ils s'étaient rendu compte que leur foulée changeait au fil du temps. En fait, il y a un moment, ils étaient sur l'avant-pied, un autre sur l'arrière-pied, un autre sur le médio-pied. Et en fait, ils n'avaient pas une foulée fixe, mais c'est juste que bah, c'est tellement long. Alors peut-être que sur un 10 km, tu peux être sur l'avant-pied tout le temps, probablement, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, sur un ultra, c'est tellement long que bah, quand tu changes, quand tu es sur l'avant-pied, tu sollicites certains tissus et moins d'autres. Et ben, au bout d'un moment, ton corps il va faire autrement pour qu'il y en ait qui récupèrent, d'autres qui soient sollicités. Et en fait, c'est cette variabilité qui fait que tu peux durer et tu peux atteindre certains niveaux. Et tu vois, et c'est même des choses qui ont été retrouvées. En fait, c'est rigolo parce que quand tu regardes certaines problématiques d'épaule, tu peux te retrouver avec des schémas de contraction. Si les gens ont toujours les mêmes, ben en fait, ils ont des douleurs parce ils sollicitent toujours les mêmes tissus. Ça a été retrouvé chez les lombalgies chroniques aussi. Ils ont des schémas de contraction qui sont vraiment très Mm. reproductibles, qui perdent la variabilité. Donc, en fait, c'est ça. C'est pas de dire ce truc-là, il faut plus que tu le fasses. C'est juste de dire, en fait, comme tu fais toujours ça, bah, toutes les contraintes elles sont au même endroit. Et là, il faut qu'on te donne les moyens de faire de différentes façons pour que les contraintes, Ouais. elles soient petit à petit reportées et que, il y ait un peu ce cycle de contrainte-récupération, même pendant l'effort, Ouais. puisse se faire, quoi. Ouais, et de leur donner les outils pour ça, parce qu'en fait, Ah ouais. tu vois, par exemple, si moi je dis aux patients, bah en fait là, tu ne fais que des styles à doigts, par exemple, va falloir que tu essayes aussi de faire des styles avec des plats, avec de l'équilibre, avec d'autres qualités physiques. Donc en fait, bah, s'il a pas les outils pour le faire et qu'il est pas fort dedans et qu'en fait il arrive à rien, il va avoir aucun plaisir. Et je pense qu'il faut jouer aussi par le fait de que la personne se puisse s'épanouir dans un autre style et prendre du plaisir. Et pour ça, en fait, bah, de lui donner des clés et des outils, de développer des choses dont il va avoir besoin pour le rendre polyvalent, justement. Ouais, ouais, vraiment, ouais. Et ouais, et important, la notion de plaisir que tu amènes aussi, ouais. Ouais, vraiment important. Ok, bah écoute, ouais, vraiment intéressant, hein, on voit que il y a tous ces principes de gestion de charge qui sont très très importants. Et bien sûr, après, bah, de connaître les pathologies plus spécifiques à la discipline, euh, de savoir travailler ça bah, à la fois avec comment dire, le patient, avec les autres intervenants, que ce soit au niveau soignant, mais aussi entraîneur, etc., prépa physique, enfin, tout ce qu'il y a là-dedans. Arriver à trouver sa place là-dedans, naviguer, définir ce qui est adapté par rapport à chacun à son contexte. Tout ça c'est très intéressant. Est-ce que tu as envie
nous partager des choses supplémentaires par rapport à ces blessures spécifiques ou tu penses qu'on a fait le tour? Je pense qu'il y aurait toujours beaucoup à en dire, mais en tout cas, par rapport à la blessure la plus représentative, oui, je pense que, en tout cas, on a évoqué pas mal de choses qui sont importantes et qui peuvent se transposer à d'autres pathologies. Oui. Ouais, Donc, mais en tout cas, c'était une réflexion assez intéressante et c'est vrai qu'en fait, on peut faire le parallèle dans plein d'autres sports différents, en fait, parce qu'on a réussi justement à retrouver un peu un schéma simplifié, mais et à parler, de modéliser un petit peu avec des contraintes, avec des choses un peu théoriques. Et en fait, je trouve que c'est ça qui va être important, c'est d'avoir un peu un schéma auquel se référer, et puis après l'utiliser comme support pédagogique. Et puis en même temps, ben, affiner son raisonnement clinique et partir de ça pour essayer à chaque fois de retrouver un peu des schémas qui reposent sur les mêmes principes, quoi. Mm. Et je trouve que, et c'est ce qui permet, par rapport à l'incertitude qu'on évoquait au début, c'est ce qui permet aussi de t'en sortir quand tu es dans une situation d'incertitude. Et que, ben, tu vois, par exemple, si tu t'intéresses à un sport que tu connais pas forcément très bien, moi, ça m'arrive, et je pense que ça peut être le cas pour l'escalade, pour quelqu'un qui connaîtrait pas bien, mais en Ouais. fait, ça m'arrive d'avoir des patients qui viennent avec des douleurs et de leur dire, bah, en fait, c'est une douleur qui est en lien avec un sport. Ok, bah, présentez-moi ce sport. Présentez-moi, en fait, ce dont vous avez besoin pour être bon dans votre sport. Montrez-moi ce que vous aimez faire et d'utiliser le support vidéo et de dire en fait montrez-moi le geste qui pose problème et après de regarder aussi par rapport à des athlètes, de regarder par exemple j'ai eu quelqu'un récemment pour le golf. Ouais. J'ai regardé sa vidéo, il m'a expliqué donc son sport. Je suis allée regarder aussi d'autres vidéos d'autres golfeurs de haut niveau et de dire ah oui, alors ça, là, dans sa manière de répartir sa contrainte, dans sa manière de faire son mouvement, il y a des petites différences. Est-ce que c'est cohérent par rapport à son hypothèse et par rapport à la douleur qu'il a? Oui. Est-ce que potentiellement on pourrait essayer de modifier un petit peu la gestuelle pour essayer sur cette contrainte-là de répartir un petit peu mieux? Oui, on essaye, on voit, on évalue, il me fait des retours. Oui, ça peut s'appliquer. Non, ça pose tel problème. Et puis après, de construire quelque chose petit à petit, quoi. Ouais. On fait ça ensemble, ouais. Ouais, carrément. Bah écoute, merci. Merci pour tous ces éléments en tout cas. Vraiment intéressant. Ça m'a ça m'a fait refaire des ponts avec ma pratique de début de carrière. C'est rigolo. Mais enfin, j'espère et je suis assez convaincu que les auditeurs trouveront ça tous très intéressant. Tous ces concepts à la fois de mieux comprendre la discipline et ce qui peut se passer quand on a des personnes qui ont des problèmes dans la discipline de l'escalade. Et à la fois, comme tu dis, à tous les transferts qu'on peut faire sur d'autres pratiques sportives ou professionnelles, enfin, à partir du moment où il y a de la contrainte mécanique. Donc, ouais, super. Bah écoute, est-ce que pour conclure, tu as envie de nous partager un petit peu des projets qui tiennent à cœur actuellement, ou des projets futurs ou autres? Et ben, donc déjà, merci de m'avoir invité. Moi aussi, j'ai trouvé cet échange vraiment passionnant et je trouve ça encore plus intéressant d'effectivement de parler de sport que moi je connaîtrais pas forcément bien. Et sinon, pour les projets, bah, du coup, ce serait là, sur cette année, j'ai des projets de formation. Donc, j'ai envie justement d'essayer de transmettre un petit peu mon travail. Je pense que c'est aussi quelque chose qui m'apportera en tant que thérapeute parce que à partir du moment où tu fais une formation, en fait, ça t'aide à structurer beaucoup ta pensée et à comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais et à trouver un moyen aussi de le rendre le plus compréhensible et simple possible. Donc, je pense que je vais essayer d'apprendre à d'autres, mais je pense que je vais aussi apprendre en fait des personnes qui viendront me voir, donc je suis assez impatiente de ça. Et du coup, je sais pas si c'est le moment d'annoncer aussi. Bah, tu peux en parler, ouais. Alors, peut-être juste par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, je me permets, en tant que formateur, depuis pas mal d'années maintenant, en fait, il y a un truc qui aide vachement aussi, c'est le fait de se mettre dans la même posture que ce que tu fais avec tes patients. Parce qu'en fait, il va y avoir des questions d'apprenants qui vont te faire réfléchir et qui vont te faire avancer, mais j'ai aucun doute que t'es dans cette démarche-là. Mais voilà, de ce truc de encore ouvrir des questionnements auxquels on n'a pas pensé tout seul d'un point de vue d'autres Ouais, confrères. Enfin, remarque, toi, tu bosses déjà avec des kinés qui étaient expérimentés là-dedans, mais tout ça, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre des patients si on met les bonnes conditions. Et c'est incroyable ce qu'on peut apprendre quand on forme, à la fois quand on ouais. structure, mais aussi dans les échanges, et nous amener des questionnements. Ah ouais, ça c'est intéressant, faire des liens, etc. C'est ouais, non, c'est super riche. Et clairement, la posture du formateur qui sait tout,
enfin bon, enfin, elle marche plus parce qu'il y a tellement de Ouais. connaissances qu'on peut pas tout savoir. Et en plus, si on essaie de tenir ça, c'est tellement inconfortable et c'est tellement agréable de se mettre dans une posture différente. Mm. Moi, j'ai aucun doute que tu vas pouvoir t'éclater là-dedans. Ouais. Ouais, ça se faire aussi. Donc ça, j'ai hâte. Ouais. Et du coup, ouais, nous, on a. Enfin, je sais pas si c'est de ça dont tu voulais qu'on parle, mais on a un projet de voir si on pouvait monter potentiellement un cours présentiel. Euh, Probablement qu'on va aussi proposer un webinaire dans quelques Ouais, temps. On a ouais, ouais, défini ouais, les ça serait dates, chouette. je pense pas, parce que vu que c'est pas moi qui gère ces dates-là. Non, on n'a pas fixé la date encore. Ouais. Mais moi, il y a pas de raison, hein. Je pense qu'on va proposer un webinaire pour que tu puisses nous partager des choses encore plus spécifiques, etc. Et, euh, et ouais, et puis voir l'intérêt de tout le monde sur ce sujet-là, voir voilà, comment les gens réagissent à ça. Pour nous, c'est important aussi qu'on puisse voir ouais, l'engouement, parce qu'on a bien envie de proposer un cours présentiel. Et, euh, et voilà, ça va être une façon de d'abord amener des connaissances dans un premier temps, voir si les gens sont intéressés, récupérer des questions pour potentiellement affiner même la proposition du cours par rapport aux échanges qu'il pourrait y avoir. Mm. Et puis gentiment ouais, construire cette formation ensemble, sachant que, je veux dire, tu nous as pas attendu et t'as pas forcément absolument besoin de nous, parce il y a déjà des formations que tu proposes, hein, tu peux en parler si tu veux. Et bah, du coup, je vais faire une formation aussi dont on va déterminer les dates, donc avec Roseau Formation. Donc ce serait a priori une formation ouais, en présentiel. Ouais, Mais dans l'idée, moi, voilà, ce que j'avais envie de faire, c'était de développer effectivement un cours présentiel si ça répond à la demande avec l'agence EBP. Et donc, il y aura ce webinaire qui permettra un petit peu de présenter aussi, on n'a pas encore déterminé le sujet, mais qui permettrait de présenter la rééducation du grimpeur, les choses spécifiques, de donner quelques outils, éventuellement de choisir une pathologie à développer un peu plus précisément. Et comme ça, bah, si ça intéresse, et puis s'il y a des personnes qui ont envie de se former à ça et d'en découvrir un petit peu plus sur ce qu'il est possible de faire avec des grimpeurs, ben, moi, ce sera avec grand plaisir. ouais, top, top. Tu vois, j'ai le sentiment, alors après, je suis biaisé par rapport aux gens que je connais, mais j'ai le sentiment que, Euh, à la fois, ça peut intéresser des personnes pour accompagner des patients, mais ça peut intéresser pas mal de personnes pour elles-mêmes, parce qu'il y a quand même Ouais, beaucoup de consoeurs et de confrères qui font de l'escalade. Et, ouais, c'est clair. et il y a, enfin, c'est pas anodin, je pense, le nombre de personnes qui se forment, parfois pour elles, tu vois, et pas forcément pour les patients. Ouais, non, c'est Comme vrai. ça leur plaît, etc., que ça les passionne, parfois ils développent dans un deuxième temps une activité un peu plus spécialisée. Et plus en plus là, dans le contexte dans lequel on est, euh, avec voilà, le fait de ne pas pouvoir facturer des séances très très chères, etc., de développer peut-être des compétences qui peuvent permettre de proposer une pratique spécialisée, à chaîne, reconnue, etc. Ouais, Probablement que ça peut attirer du monde. En tout cas, voilà, l'idée c'est de sonder et de proposer cette option-là aux personnes intéressées. Ouais. ouais. Parfait. Bah écoute, je te remercie Marie, merci pour ton temps, merci pour l'échange, hein, c'était cool, cool de réfléchir à tous ces concepts-là J'avoue qu'il y a certains trucs, je pense que j'avais pas souvent échangé avec des personnes sur ces principes-là, donc c'est toujours les trucs, c'est quand tu réfléchis un peu tout seul dans ton coin, tu développes et tout. Ou parfois, bon, tu sais pas si tu as des interlocuteurs qui ont les mêmes pistes de réflexion, donc tu n'oses pas trop le partager. Tu dis, bon, allez, on va rester Ouais, sur ce qui se dit, tout ça. Et puis, plus les choses avancent, et plus tu vois qu'il y a des choses que tu as réfléchi tout seul et que ça vient dans ce sens. Alors, c'est super ouais. rassurant. Il y a sans doute un énorme biais de confirmation de ma part, mais c'est pas grave. Ça fait du bien quand même. Et non, 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 c'est cool. Donc, ouais, merci pour ce moment-là. Bah, merci aussi de m'avoir permis de venir ici partager ça avec toi. En tout cas, c'était très chouette. Je te Avec remercie. plaisir. Je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt. À bientôt.